je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, je suis rarement en direct ces séminaires-là. Par contre, très régulièrement sur une plateforme de streaming en vidéo que je ne nommerai pas, je vais regarder voilà, certains anciens séminaires. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis également très heureux de voir certains et certaines collègues qui sont présents. Donc, j'aurais peut-être dû préparer beaucoup plus que je ne l'ai fait. Je plaisante. J'ai essayé en tout cas alors de ne pas tendre le bâton pour me faire battre, donc il n'y aura aucun résultat statistique. Comme ça, voilà, j'espère que ça pourra mieux passer. Et non, plus sérieusement, l'idée du séminaire de ce soir était d'essayer d'avoir une réflexion avec vous un petit peu sur les notions de désinformation, mésinformation, théorie du complot, fake news. Alors, réflexion que j'aimerais mener avec vous parce que vous verrez que je ne les tranche pas du tout. D'ailleurs, je suis psychologue, je ne suis pas philosophe, donc vous allez voir que j'ai eu un peu tendance à considérer quelques postulats et puis très vite à aller à mes expérimentations. Mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je ressens aussi le besoin aujourd'hui de revenir peut-être à des réflexions un peu plus poussées sur la définition des concepts. On va en reparler tout à l'heure. Donc, je vais faire un panorama un petit peu rapide hein, sur la désinformation, sur les notions, sur les interventions qui existent, le debunking, le pre-bunking, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans des détails cognitifs qui ne sont pas forcément passionnants, même pour moi. Et pour terminer par des questions qui me touchent plus, qui portent sur le complotisme. Alors, j'espère que je pourrai mener à bien ce séminaire parce qu'il y a un petit groupe d'activistes qui m'empêche un peu de parler en ce moment. Vous inquiétez pas, ils sont que deux, hein, ils ont 5 ans et 9 ans, et ils ne sont pas très loin d'ici. Mais voilà, ils pourraient débarquer pendant le séminaire. J'essaierai de gérer au mieux la situation. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Et je vais lancer ma présentation. Alors ça, c'est pour moi. Attendez que je m'y retrouve quelques instants. Afficher le mode plein écran. Voilà, c'est parti. Donc, psychosociologie de la désinformation. Ce sera de la psychologie sociale. Donc, je ne sais pas trop comment dénommer la chose, hein, puisque ici, sur cette question de la désinformation, en fait, on est vraiment dans un champ pluridisciplinaire. Je ne vais évoquer que les sciences expérimentales pour aller vite ce soir. Alors, je pense qu'il est inutile de justifier la thématique de ce séminaire. Alors, je dis que je pense qu'il est inutile et j'ai pourtant prévu une diapositive. Évidemment, c'était un effet rhétorique, mais il suffit de regarder son smartphone. Il suffit d'allumer, pour celles et ceux qui en ont encore une, leur télévision, voire de brancher, pour les plus anciennes et les plus anciens, leur poste de radio TSF, pour que l'actualité nous confronte régulièrement, jour après jour, à des tentatives de manipulation de l'information, de la désinformation, plus ou moins consciente. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais à vrai dire, j'ai eu plutôt du mal, non pas à en trouver, mais à sélectionner certains exemples parmi la multitude qui nous est donnée. Encore tout à l'heure, j'écoutais la radio, grande radio de service public pour ne pas la nommer, et j'avais encore plusieurs exemples, non pas de désinformation sur cette radio, mais d'utilisation de la désinformation à des fins politiques. Effectivement, cette question un peu générale de la manipulation de l'information ne date pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas historien, donc je ne vais pas vous faire l'offense d'essayer de me faire passer pour un historien, mais c'est une histoire très ancienne, que celle de la manipulation de l'information, de la propagande. On en parlera tout à l'heure. On pourrait remonter bien évidemment aux Grecs, aux Romains. Vous avez ici une pièce à l'époque où la monnaie était utilisée comme arme de propagande, comme manipulation des masses. Vous avez tout autour de la figure de l'empereur une série de lettres hein, qui réfèrent à certaines positions qu'il occupe, du pouvoir politique, du pouvoir religieux, à certains éléments qu'il veut faire passer auprès de la population. Et donc cette histoire ancienne de la manipulation de l'information, elle a bénéficié évidemment du développement de la presse écrite. Les monnaies, c'est bien, mais vous voyez bien qu'il faut être empereur ou en tout cas à la tête d'un État pour pouvoir frapper la monnaie et pouvoir essayer de manipuler l'information avec la monnaie. Grâce à l'arrivée de la presse écrite, grâce à l'arrivée de l'imprimerie,
on a pu démultiplier les sources potentielles d'information, mais aussi de manipulation de l'information. Dans l'ancien temps, hein, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais si vous avez lu les dialogues de Platon ou la rhétorique d'Aristote, vous aurez constaté à plusieurs reprises des réflexions sur cette manipulation de l'information. Donc vous voyez, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Après la presse écrite, on a évidemment eu la radio, média de masse, qui là aussi a lié cette fois-ci l'instantanéité, le direct, contrairement à la presse écrite, et qui a pu entraîner de nouvelles manipulations de l'information. On pense évidemment à la guerre des mondes d'Orson Welles, bon, et avec toute la mystification autour de la soi-disant panique qui se serait emparée de l'Amérique. Et ensuite, on a évidemment eu la télévision et bien sûr aujourd'hui Internet. Donc c'est une histoire ancienne, une histoire évidemment plus contemporaine, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir. C'est pour ça aussi voilà, que je travaille sur ces questions depuis plusieurs années maintenant. On pense aux guerres mondiales, la première, la seconde, mais aussi à la guerre froide, l'assassinat de Kennedy, le Brexit plus près de nous, les élections françaises ou les élections américaines. Et évidemment, je ne pourrais pas ne pas parler ce soir de la pandémie. Et vous verrez d'ailleurs que la pandémie, pour moi, est un tournant dans la conception, la conceptualisation du complotisme et des théories du complot. Ce qui va, et c'est mon propos ce soir, ce qui va essayer de... Enfin, je vais essayer de vous montrer que je pense que, à propos du complotisme, on n'est plus dans l'ère de la désinformation. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus tranquillement. Je vais peut-être un peu vite, je vais essayer de ralentir aussi. Donc, je disais que la presse écrite, puis la radio, puis la télévision et enfin Internet ont démultiplié cette manipulation de l'information. Internet, évidemment, vous ne pouvez pas ne pas parler d'Internet ce soir. D'ailleurs, grâce à Internet, nous pouvons nous retrouver tous ensemble pour ce séminaire virtuel. Internet, le mot est lâché. Alors, ce n'est ni le libérateur, ni l'ennemi juré. Ça n'est pas non plus celui qui a vu naître la désinformation, comme je l'évoquais précédemment, mais en tout cas, Internet est une sorte de catalyseur de la désinformation et même plus généralement de l'information. Alors Internet nous permet ce soir d'être ensemble, a permis une plus grande ouverture sur le monde, évidemment. On pense à la libération de la parole, à l'accès à la parole. Libération de la parole, on peut évidemment immédiatement penser au mouvement de MeToo, mais l'accès à la parole aussi dans certains pays, très récemment l'Iran par exemple. Internet va jouer ici un rôle très positif. Mais dans l'autre sens, alors qu'Internet met en réseau des millions, des milliards de personnes dans le monde, on aurait pu imaginer à une forme d'ouverture, de rencontre de l'autre, d'acceptation des différences, de rencontre des différentes cultures. En réalité, on assiste, alors c'est vrai qu'on y assiste, hein, je ne veux pas non plus dresser un tableau totalement dichotomique, opposant une vision totalement positive à une vision totalement négative, mais on assiste aussi sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux numériques à une forme de repli sur soi, ou plutôt une forme de repli sur nos groupes d'appartenance. Et c'est là, je trouve, un élément assez paradoxal d'Internet, qui relie des milliards de personnes dans le monde et qui, dans le même temps, aurait tendance à nous enfermer dans certains groupes. Ça, évidemment, je fais référence ici au concept un peu controversé de chambre d'écho. Je dis un peu controversé parce qu'on en a beaucoup entendu parler et puis plusieurs études ont commencé à émettre quelques limites, on va le dire comme ça, sur cette notion. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi va-t-on essayer de parler? On parle globalement de désordre de l'information. Mais de quel désordre? Mésinformation, désinformation, malinformation? Vous avez vu que j'ai choisi d'intituler ce séminaire Psychologie, psychosociologie de la désinformation. J'ai fait un choix qui est dicté par mes thématiques de recherche, par mes travaux. Mais arrêtons-nous un instant sur ces trois mots qui semblent assez proches, mais qui en réalité ont une distinction qui pour moi est très importante.
Alors, essayons de les prendre dans l'ordre. La mésinformation, c'est une information qui est fausse, mais dont la personne qui la diffuse, pense qu'elle est vraie. La désinformation, elle, c'est aussi une information qui est fausse, mais cette fois-ci, il y a une forme d'intentionnalité. Autrement dit, la personne qui diffuse cette information, entre guillemets, sait pertinemment qu'elle est fausse. Donc, elle la diffuse en conscience. Elle diffuse une fausse information en conscience. Et enfin, ce qui relève de la malinformation, je le mettrai vraiment de côté pour moi, c'est une information qui se fonderait sur la réalité, mais qui serait utilisée pour porter directement préjudice à quelqu'un ou à quelque chose. Donc là, je vais écarter, si vous me le permettez, cette idée de malinformation, et je vais me centrer plutôt sur la mésinformation et la désinformation. Alors, la mésinformation, je le disais à l'instant, c'est lorsqu'une information est fausse, mais que son émetteur pense qu'elle est vraie, pour plusieurs raisons. L'UNESCO, assez récemment, en 2018, a établi, a essayé de cartographier, d'expliquer les 3 grandes causes de la mésinformation, en se basant sur différents travaux académiques, universitaires. Grosso modo, voici les trois principales causes. Il y a d'une part l'effondrement des modèles commerciaux traditionnels. Donc, ça veut dire quoi? Moins de recettes publicitaires. Pour les médias classiques, la presse écrite, qui encore aujourd'hui achète régulièrement son journal, son quotidien, moins de recettes publicitaires également pour les chaînes de télévision classiques. Les consommateurs, parce qu'il s'agit bien là de consommation, hein, les consommateurs de médias se tournent aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, hein, c'est déjà un peu ancien, mais les consommateurs de médias se tournent vers des produits d'information pair à pair, comme on dit. Tout ceci va entraîner des diminutions de budget pour les médias dits traditionnels, des diminutions de budget et des réductions de contrôle de la qualité de l'information qui est diffusée. Donc, première cause, l'effondrement des modèles commerciaux traditionnels. Deuxième cause, la transformation numérique des salles de presse et des narrations. Cette transformation numérique amène les journalistes aujourd'hui à préparer des contenus sur de multiples plateformes. Pour un certain nombre de mes collègues qui sont présents ici, je ne doute pas que vous avez déjà été interviewé par des journalistes qui vous demandaient une interview dont ils allaient isoler un petit passage à mettre sur une plateforme vidéo, un autre pour un podcast, et puis ils en feraient également un article écrit. Donc, les journalistes vont préparer des contenus pour de multiples plateformes, ce qui va aussi limiter éventuellement leur capacité à interroger correctement les faits. Pourquoi? Pour privilégier l'immédiateté via les réseaux sociaux numériques, être le premier à diffuser, à transmettre l'information. Alors, c'était déjà vrai avec les médias dits traditionnels, hein, avec les quotidiens, avec les hebdomadaires, avec la course à la une, par exemple, mais c'est aujourd'hui démultiplié avec les réseaux sociaux numériques. Et puis enfin, troisième cause, selon l'UNESCO, la création de nouveaux écosystèmes, avec la création, je l'évoquais juste avant, de réseaux de confiance ou de ce qu'on appelle un peu rapidement, je pense, de chambres d'écho, donc où on risque de s'enfermer entre des personnes qui pensent de la même manière. Je mets des guillemets hein, parce que même dans les médias traditionnels, vous et moi avons d'ailleurs toujours tendance à nous tourner plutôt vers des médias qui vont dans le sens de nos croyances, de notre idéologie. C'est aussi une espèce de forme de chambre d'écho, mais qui va être démultipliée par les réseaux sociaux numériques aujourd'hui. Alors finalement, pour ce qui est de mes travaux, et j'admets que c'est assez insatisfaisant, mais je me retrouve assez bien dans cette définition que va donner Ecker et ses collaborateurs, assez récente dans un article de synthèse de 2022, où ils expliquent qu'ils utilisent donc la mésinformation pour tout ce qui relève de la fausse information, très bien, et qu'ils réservent le terme de désinformation à la mésinformation qui est intentionnelle. Et moi, mes travaux vont spécifiquement s'intéresser à cette intentionnalité. Alors, pas spécifiquement aux causes de l'intentionnalité, mais disons aux informations fausses et diffusées intentionnellement. Alors, de quoi s'agit-il? Pardon.
dans le cadre de cette manipulation intentionnelle de l'information. Parce que vous voyez, on a une espèce de millefeuille. On a l'impression, au fur et à mesure de l'avancée des concepts, d'en découvrir de nouveaux. Une fois qu'on a fait un peu la distinction entre désinformation, mésinformation et malinformation, on bute sur un autre millefeuille conceptuel avec des nouveaux mots. Parce que quand on parle de manipulation intentionnelle de l'information, vous aurez certainement constaté dans la littérature des notions telles que propagande, fake news, excusez-moi, on va dire en bon français infox, comme le recommande l'Académie française, ou tout simplement fausses nouvelles, les rumeurs aussi, les théories du complot. Donc on voit qu'on a toute une série de nouveaux concepts qui arrivent dès lors que l'on convoque la désinformation. Propagande, fake news, rumeurs, théorie du complot, je vais essayer peut-être d'en dire un mot sur chacun. Alors je vais écarter tout de même assez rapidement la propagande, qui relève là spécifiquement de la psychologie politique. Les travaux sur cette question sont anciens, il y en a de nombreux, et je ne vais pas m'attarder, moi, sur cette composante essentiellement politique. Je vais m'intéresser beaucoup plus à des manipulations de l'information qui peuvent se situer évidemment dans le cadre de la politique, mais aussi dans d'autres cadres, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la vie quotidienne, etc. Alors si je commence par les fake news, les fausses nouvelles, j'aime assez citer un extrait. Alors je le fais très régulièrement, donc si vous m'avez déjà entendu par ailleurs, peut-être aurez-vous déjà entendu cet extrait, mais j'aime beaucoup cet extrait qui est assez illustratif pour moi du fait que les fake news ne sont pas nouvelles. Cet extrait, c'est un extrait d'un article de Marc Bloch qui parle de la Première Guerre mondiale. C'est un extrait d'un article publié en 1921. Alors, je cite rapidement. « Des faux récits ont soulevé les foules, les fausses nouvelles, fake news. » Pardonnez Marc Bloch de ne pas utiliser le concept anglo-saxon. Les fausses nouvelles, dans toute la multiplicité de leurs formes, simples racontars, impostures, légendes, ont rempli la vie de l'humanité. Comment naissent-elles? De quels éléments tirent-elles leur substance? Comment se propagent-elles, gagnant en ampleur à mesure qu'elles passent de bouche en bouche ou d'écrit en écrit? Vous voyez, les questions ne sont pas nouvelles. Parmi toutes les questions de psychologie sociale que les événements de ces derniers temps peuvent aider à élucider, celles qui se rattachent à la fausse nouvelle sont au premier plan. Les fausses nouvelles, les fake news. Vous voyez, Marc Bloch, un historien pourtant, explique déjà en 1921 que la psychologie sociale devrait essayer de répondre à ces questions. Alors, elle tente de le faire. Malheureusement, elle n'arrive pas à trouver toutes les réponses qu'il conviendrait. Pendant 4 ans et plus, je poursuis partout dans le pays, nous dit Marc Bloch. Au front comme à l'arrière, on les vit naître et pulluler. Elles troublaient les esprits, tantôt surexcitant et tantôt abattant les courages. Leur variété, leur bizarrerie, leur force étonnent encore quiconque sait se souvenir et se souvient d'avoir cru. Ces fake news, évidemment propulsées dans l'actualité par Donald Trump lorsqu'il était à la Maison-Blanche, sont un concept à la fois très ancien et très flou. Finalement, on trouve assez peu de définitions très précises des fake news. En tout cas, ça ne semble pas être un concept opératoire des sciences humaines et des sciences sociales. Dépasser la simple affirmation que la fake news, c'est une fausse nouvelle, que c'est une fausse information, finalement, en dehors des discours journalistiques, il y a assez peu de travaux scientifiques qui utilisent très directement ce concept-là. Alors, on peut avoir un autre concept qui est celui de rumeur. Celui-ci est beaucoup plus utilisé en sciences humaines et en sciences sociales. On a de nombreux travaux, que ce soit en philosophie, en sociologie, en linguistique, en psychologie, en histoire, sur les rumeurs. Une définition parmi d'autres, les rumeurs seraient des énoncés informatifs non vérifiés et pertinents par leur fonction, qui apparaissent dans des contextes d'ambiguïté, de danger ou de menaces potentielles et qui aident à gérer le risque et à le comprendre. Bon, j'ai pris une définition parmi d'autres, puisqu'il y a tellement de travaux qu'il y a de nombreuses définitions qui se recoupent.
Essentiellement, celle-ci, je la trouve assez synthétique pour cela. Mais je pense cependant que la notion de rumeur est un exemple discutable dans le cadre de la désinformation. Entendons-nous bien, hein, je me suis depuis très longtemps intéressé aux rumeurs, c'est un objet qui vraiment me passionne, notamment dans ce travail sur la psychologie de la vie quotidienne, mais je ne pense pas que ce soit un bon exemple de désinformation. Pourquoi? Eh bien parce que, tel que je l'évoquais tout à l'heure, dans le cas de la désinformation, il y a une intentionnalité de transmettre une fausse information. Or, la rumeur, il y a souvent aucune connaissance du fait que l'information soit vraie ou soit fausse. Il n'y a par ailleurs rarement de point de départ à une rumeur. J'aime dire d'ailleurs que si on trouve un point de départ à une rumeur, si on trouve la personne qui est à l'origine de la rumeur, alors ce n'est pas une rumeur. Justement, c'est de la désinformation, c'est de la propagande. Le propre de la rumeur, comme cette définition l'indique, c'est qu'elles apparaissent dans un contexte d'ambiguïté, de danger, etc. Autrement dit, dans une situation particulière, dans une population donnée, une rumeur va apparaître à différents endroits. Elle nécessite rarement un point de départ. Il y a rarement une intentionnalité de quelqu'un qui va lancer une rumeur. Il y a d'ailleurs un certain nombre de travaux qui montrent que les rumeurs intentionnellement lancées avec des intentions malveillantes pour viser quelqu'un n'ont pas forcément le succès escompté. Elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles doivent comment dire, être reçues dans l'écosystème dans lequel elles vont évoluer. Donc les rumeurs, pour moi, c'est un exemple assez discutable de la désinformation. Je le mettrai à part. C'est un exemple de la pensée sociale, du fonctionnement de la pensée sociale, qui a besoin des individus, mais qui n'a pas besoin d'un individu en particulier. Je reviendrai sur cet élément, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans la discussion. Alors, comme exemple de désinformation, je pense que les théories du complot sont une meilleure illustration. Alors, qu'est-ce qu'une théorie du complot? Pour faire simple, c'est une théorisation naïve des événements. C'est une théorisation sous forme d'explication de sens commun, hein, d'explication naïve. On parle de théorie de sens commun, c'est Moscovici et Houston en 1984 qui expliquent ça très bien dans un chapitre. Et ces théorisations naïves, elles sont concurrentes aux versions officielles. Ces théorisations naïves supposent l'existence d'un petit groupe qui agit dans l'ombre et qui serait à l'origine de l'événement considéré. J'insiste sur l'idée de théorisation. Je sais que certains chercheurs, certaines chercheuses, ben voilà, au moment où j'évoque les théories du complot, on a un petit bug électronique. On va recommencer comme ça. Est-ce que vous Non, on voyez? vous entend, mais Vous on voit pas. m'entendez? Voilà, vous me revoyez normalement? Ouais, Oui, tout à fait. super. Vous voyez, tout ceci ne peut être dû à un hasard, forcément. Donc, je disais que les théories, j'insiste sur la notion de théorie du complot, bien que je sais que certaines chercheuses et certains chercheurs n'aiment pas ce qualificatif, considérant qu'on ne peut appliquer la notion de théorie qu'à des théories scientifiques. En fait, pour moi, il faut bien comprendre la notion le mot de théorie dans théorie du complot comme une théorisation naïve. Une théorisation, c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui vont essayer d'expliquer un événement vont essayer de développer des hypothèses qui vont être évidemment plus ou moins vraisemblables. Ils vont créer une analyse, une pseudo-analyse méthodique des faits, évidemment en écartant certains, en tombant dans des pièges cognitifs d'un autre côté. Ils vont essayer de créer un récit explicatif. Et c'est en ça qu'ils vont essayer de tenter de théoriser autour de l'événement. Ce n'est pas évidemment un fonctionnement scientifique, ce n'est pas une méthodologie scientifique, mais c'est une méthodologie qui se donne des atours de démarche scientifique. D'ailleurs, souvent, bon nombre de théoriciens du complot expliquent qu'ils ont un esprit critique et que grâce à leur démarche, ils révèlent la vérité au monde. Donc la théorie du complot, les théories du complot sont, me semble-t-il, de mon point de vue en tout cas, un meilleur exemple de la désinformation.
Désinformation, rumeurs, fake news, comme je l'évoquais tout à l'heure, plusieurs chercheurs ont tenté de distinguer ces concepts et je vous avoue que je n'ai trouvé dans la littérature aucun texte satisfaisant pour définir clairement ces différents concepts. Peut-être tout simplement parce que certains sont totalement flous, comme la notion de fake news. Alors, par exemple, ici, je vous propose Julien Géry, qui a essayé de distinguer selon 5 dimensions les rumeurs, les théories du complot, la propagande, la désinformation et les fake news. Mais je ne suis pas certain que ces 5 dimensions soient les plus pertinentes, surtout quand on voit que pour certaines dimensions, on a quasiment les mêmes modalités de réponse. Donc, ça n'en fait pas des critères qui me semblent les plus distinctifs. Et puis c'est soumis aussi à interprétation sur certains critères par rapport à la définition même qu'on donne aux mots, par exemple fake news. Alors, pour ce qui me concerne et pour les travaux pour ce que je vais vous présenter ce soir, je choisis de m'inscrire dans le cadre général de la désinformation, donc de la fausse information distribuée, diffusée intentionnellement. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse plus spécifiquement à la diffusion, à la création, à l'entretien des théories du complot. Mais je voudrais d'abord développer une question un peu plus générale pour comprendre de quoi il est question. Comment en vient-on à croire de fausses informations? Avant de regarder dans le détail les théories du complot ou d'autres fausses théories, il faut essayer de comprendre comment la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la psychologie expérimentale, pour aller vite, essaye de définir la manière dont on croit à de fausses informations. Alors, pour contextualiser, je vous ai mis juste ici un petit sondage assez récent, qui montre que pour 64% des journalistes en France, français, les lecteurs sont plus sceptiques que jamais à propos du contenu qu'ils lisent. Ça vaut pour la plupart des pays du monde entier. Donc, on a affaire à des lecteurs, à des consommateurs d'informations de plus en plus sceptiques, de plus en plus critiques. On devrait donc s'attendre à avoir des gens qui croient de moins en moins de fausses informations. Puisque si on est sceptique, si on est critique, alors on devrait faire un contrôle encore plus poussé sur l'information. En réalité, on s'aperçoit que la désinformation, au contraire, gagne de plus en plus d'ampleur. Comment la psychologie explique ça? Alors, globalement, le principal modèle, que je vais critiquer dans un instant, mais le principal modèle qui a été mis en place, c'est celui du déficit d'information. Pour le dire simplement, les fausses croyances, la diffusion, la propagation des fausses croyances seraient dues à une incompréhension ou à un manque d'éducation ou éventuellement à un mauvais esprit critique. Autrement dit, l'information serait correcte, serait juste, mais certains, ne comprenant pas l'information, peut-être parce qu'elle est trop difficile, elle est trop compliquée. Rappelez-vous au début de la pandémie, lorsqu'on nous a expliqué les différents types de vaccins, le vaccin ARN messager, etc. Donc peut-être qu'une partie de la population ne comprend pas ce qu'on lui dit et que donc elle va adhérer à des informations fausses. Ou alors, autre hypothèse de ce modèle du déficit de l'information, un esprit critique trop faible ou un manque d'éducation. Évidemment, ce modèle a de nombreuses limites, parce qu'il revient à dire que finalement, il suffirait, pour lutter contre la désinformation, d'expliquer. Il suffirait de faire comprendre aux gens, il suffirait d'éduquer les gens. Or, là aussi, je reprends le seul exemple d'actualité qui me paraît parfaitement pertinent, la pandémie. Ce n'est pas parce que vous expliquez aux individus les bienfaits du vaccin que vous passez du temps, que vous rendez le langage accessible et tout ce que vous voulez, que tout le monde acceptera de se faire vacciner. Parfois en diffusant justement de fausses informations autour de ce vaccin, porteur de puces 5G, porteur de mort, ou que sais-je encore. Donc, finalement, croire que la désinformation, que la lutte contre la désinformation passerait uniquement par de la compréhension ou de l'éducation est un peu futile. Alors, ça n'est pas nouveau. Rappelez-vous, dans les années 40,
au début de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique avaient mis en place des cliniques d'analyse de la rumeur, dans le cadre de l'Institut pour l'analyse de la propagande, qui visaient à essayer d'éduquer la population américaine pour lutter contre la propagande ennemie. En l'occurrence, la propagande ne pouvait venir que de l'extérieur. Il n'était pas question à cette époque-là de propagande intérieure. Et donc, c'était la même idée, l'idée que l'éducation servira à lutter contre la désinformation. Mais évidemment, ce modèle de déficit de l'information ignore complètement les moteurs cognitifs, mais surtout les moteurs sociaux et affectifs de la formation des attitudes et des jugements de vérité. Vous pouvez très bien savoir qu'il y a un consensus scientifique sur, je ne sais pas, le vaccin ou la science du climat, et dans le même temps rejeter parfaitement par peur, par angoisse, par expression d'une identité sociale ou par un autre raisonnement que vous motiveriez, c'est-à-dire par une raison que vous auriez, du rejet de la vaccination ou de l'existence du réchauffement climatique. Donc ce modèle de déficit de l'information, malheureusement, met complètement de côté ces aspects sociaux et affectifs. C'est un modèle, le modèle de déficit de l'information ancien, et évidemment depuis lors, de nombreux travaux en psychologie expérimentale, en psychologie scientifique, ont essayé d'affiner, de prendre en compte différents facteurs. Le résumé le plus récent que j'ai trouvé, que je voulais vous proposer ce soir, c'est celui repris par Ecker et ses collaborateurs, qui explique à la fois les facteurs cognitifs et les facteurs socio-affectifs de l'adhésion à des fausses croyances. Donc évidemment, selon eux, tous ces facteurs qui sont présentés sur cette diapositive n'agissent pas forcément en même temps et tout le temps. Simplement, pour adhérer à une fausse croyance, eh bien, les individus sont pris dans ces différents facteurs qui, pour certains individus ou certains groupes, agissent de manière plus ou moins forte. Ça peut être la pensée intuitive ou la vision du monde ou l'émotion. Ils n'agissent pas forcément tous en même temps, ils peuvent agir de manière séquentielle ou ils peuvent agir de manière unique. Alors, très rapidement, juste quelques mots. Les facteurs cognitifs sont de trois ordres. Il y a d'une part ce qui relève de la pensée intuitive. Donc ici, on est sur le manque de pensée analytique ou le manque de réflexion. Ici, je pourrais faire référence aux travaux célèbres de Daniel Kahneman sur les systèmes de pensée, pensée 1, pensée 2, pensée intuitive et puis pensée analytique pour aller vite. Deuxième facteur cognitif, les défaillances cognitives, avec les fameux biais cognitifs, les heuristiques de jugement. Donc, on va négliger des indices, on va oublier la source, on va oublier la contre-preuve. Et puis, enfin, dernier point de facteur cognitif, c'est ce qu'on appelle en psychologie la vérité illusoire. Alors, cette vérité illusoire, elle peut reposer sur notamment la familiarité. Plus vous êtes confronté à une fausse information, et plus vous allez la trouver pertinente, vraie. Donc, répéter inlassablement, et on a certains populistes que je ne citerai pas en Amérique latine, par exemple, voire même en Amérique du Nord, qui utilisent très, très habilement cette technique, va rendre une information fausse de plus en plus familière aux individus et l'ancrer dans leur système de pensée, jusqu'à leur faire adhérer à cette information. Il y a la fluidité de l'information et la cohésion. Du côté des facteurs socio-affectifs, et vous voyez que dans ces modèles récents, on ne néglige pas le cognitif, on ne néglige pas le socio-affectif par rapport au cognitif. Il y a là aussi trois grandes dimensions, trois grands facteurs, les indices de source, l'émotion et la vision du monde. Alors, sur les indices de source, c'est l'idée selon laquelle on pourrait faire partie d'une élite et qu'à ce titre, eh bien, on va adhérer à ces croyances qui sont révélées par les autres, contrairement aux moutons qui suivraient la pensée bien pensante dans une forme de conformisme ambiant. Donc là, c'est toute l'importance du groupe d'appartenance, de l'identité sociale, de l'attractivité éventuellement de certains groupes. On voit comment certains gourous complotistes, comment dans la complosphère, certains attirent auprès d'eux des individus pour rejoindre leur communauté. On a ensuite, deuxième facteur, tout ce qui relève de l'émotion, l'information émotive, l'état émotionnel.
tous les travaux qui montrent qu'une information négative est plus largement diffusée qu'une information positive. Lorsqu'on met une photo, ça marche, ça fonctionne mieux dans un tweet que quand on n'a pas de photo, etc., etc. Et puis enfin, dernier facteur social, socio-affectif, c'est tout ce qui relève des visions du monde. Avec la partisanerie, on voit comment l'élection américaine est encore plus en train de se polariser entre deux pôles extrêmement opposés. Hein. Là, avec les élections à mi-mandat, on en a des illustrations quotidiennes, avec des opinions personnelles qui arrivent en opposition avec les faits scientifiques. Alors, ce modèle-là, global, hein, c'est une synthèse des différents modèles les plus récents, aboutit à différentes manières de lutter contre la désinformation. Comment les psychologues, c'est peut-être là où vous serez le plus critique, mais rassurez-vous, je le suis aussi beaucoup sur ces questions-là, comment en vient-on à tenter de lutter contre la désinformation? Alors globalement, par trois techniques. D'abord, la correction factuelle, donc la correction des inexactitudes et des informations vérifiées. Bon, comprenez bien que cette première technique, la correction factuelle, s'inscrit directement dans le modèle de déficit de l'information que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être que pour certains, l'adhésion à une fausse croyance est simplement dictée par une incompréhension. Donc il suffirait de corriger pour rétablir une forme de vérité. On a aussi de la correction des erreurs logiques courantes dans certains types de désinformation. Donc on ne s'adresse pas ici à une désinformation spécifique qu'on essaye de corriger, mais plutôt au mécanisme de la désinformation. Comment toute désinformation fonctionne. Et puis on peut avoir, dernier type d'intervention, des interventions qui vont attaquer la plausibilité de la désinformation ou la crédibilité de sa source. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas ici directement à la désinformation, à la fausse information, à la nouvelle, à l'information, mais on s'attaque à l'émetteur de celle-ci. Vous avez déjà certainement entendu parler, vous avez déjà vu ces différentes techniques, puisqu'on a deux grandes stratégies qui se situent en amont ou en aval, en fait, de la fausse information. On a d'abord ce qu'on appelle des interventions préventives, donc ici, avant que la fausse information n'apparaisse, et puis de l'autre côté, des interventions dites réactives, une fois que la désinformation est apparue. Donc vous avez certainement déjà été confronté à ces termes anglais, le pre-bunking et le debunking. Alors debunking, on dit aussi démystification, en bon français, je crois. Donc dans l'idée du pre-bunking, de l'intervention préventive, on va essayer d'aider les gens à reconnaître et à résister à la future désinformation qu'on pourrait rencontrer par la suite, même si elle est nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est d'immuniser d'une certaine manière, je vous l'explique dans un instant, les individus face à la désinformation. Le debunking, lui, va mettre plus l'accent sur la réponse à des informations erronées spécifiques après l'exposition pour démontrer pourquoi ces informations sont fausses. Donc là, on attend une fausse information, on attend une rumeur, une théorie du complot ou que sais-je, pour informer les individus et pour essayer de débunker, de démystifier cette information. Alors évidemment, si je vous présente deux stratégies, vous avez tout de suite envie de savoir laquelle fonctionne. Alors, le pre-bunking, sachez qu'un certain nombre de travaux expérimentaux en recherche montrent que le pre-bunking est plus efficace que le debunking. Par exemple, Jolley et Douglas 2017, mais j'ai encore une dizaine de références à vous citer. On pourrait s'arrêter là, sauf que comme souvent en psychologie sociale ou en psychologie cognitive d'ailleurs, la recherche montre aussi que le debunking est plus efficace que le pre-bunking. Et là aussi, je peux malheureusement vous citer une dizaine de recherches, par exemple sur une méta-analyse Walter et Murphy en 2018. Bon, donc finalement, on ne sait pas vraiment lequel est le plus efficace. On s'aperçoit que, en réalité, il y a plein de variables à prendre en compte et que leur efficacité dépend peut-être du niveau de la fausse nouvelle, de l'intégration dans un groupe, du niveau de croyance, etc. Juste peut-être pour vous expliquer en quelques mots chacune de ces stratégies pour bien comprendre comment elles fonctionnent.
Le pre-bunking, il s'appuie. Alors, le pre-bunking classique, hein, c'est juste d'immuniser les gens avec une formation à l'esprit critique ou à l'éducation aux médias à l'information, qu'on voit assez régulièrement fleurir, même sur certaines chaînes vidéo que je ne nommerai pas. Mais dans ce cas du pre-bunking, il y a une théorie qui est assez omniprésente, qui s'appelle la théorie de l'inoculation. Alors très franchement, je déteste les métaphores médicales, surtout dans le domaine social. Ça amène pour moi à pathologiser certains phénomènes sociaux. Mais bon, je ne suis pas ici pour donner mon opinion sur la notion de cette théorie, mais la théorie de l'inoculation, elle consiste à appliquer le principe de la vaccination à la connaissance. L'idée, c'est d'inoculer une petite dose de persuasion affaiblie chez les individus pour renforcer leur immunité contre les arguments persuasifs extérieurs. Alors, bon, personnellement, vraiment, cette idée, cette métaphore me gêne beaucoup parce que ça consisterait à dire que la maladie vient de l'extérieur, d'ailleurs, d'une part, et puis qu'en renforçant notre système immunitaire cognitif, on pourrait être amené à lutter contre. Donc l'inoculation augmente la détection de la désinformation, facilite la contre-argumentation et le rejet de fausses allégations. Pardon, je perds mon micro. Je suis critique sur la métaphore, mais il y a tout de même un certain nombre de travaux qui fonctionnent assez bien avec cette théorie de l'inoculation. Alors souvent dans des cadres assez limités. L'inoculation ne fonctionne pas forcément sur du très long terme. Un exemple que j'aime beaucoup, que vous voyez peut-être ici, c'est un site internet qui s'appelle Bad News, donc fait par des collègues. Alors je peux peut-être juste vous montrer en un instant, je ne sais pas si ça va marcher. Attendez, si je clique sur ça. Hop. Hop, là je vous le mets. Normalement, vous devez voir mon écran. Ça va être bon. Donc c'est... Alors mon micro ne veut plus tenir. Donc Bad News, vous voyez, hop, on va le commencer. Donc vous répondez, vous êtes en interaction et vous voyez sur la gauche, il y a le nombre de followers, donc le nombre de personnes qui vous suivent et votre crédibilité. Et donc vous devez faire des choix. Donc, hi there, good evening. Qu'est-ce que je réponds? Bah tiens, voilà, ok. Mon travail, c'est etc. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je poste là un tweet frustré ou est-ce que je ne suis pas sûr de ce que je fais? Ouais, bah, alors moi, à fond, un tweet frustré. Ce gouvernement est complètement... Bon, bref, voilà, ce gouvernement, peu importe le gouvernement. Est-ce que je le tweete ou pas? Vous voyez, à chaque fois, vous allez vous entraîner un petit peu comme ça. Donc, moi, je vais le tweeter, soyons fous. Ah, c'est super, parce que regardez, j'ai gagné 8 followers quand même. Bon, par contre, ma crédibilité, elle est tombée dans le rouge. Et donc, je vais continuer comme ça à échanger avec évidemment toute une série de scripts qui sont déjà faits pour commencer à m'apprendre un petit peu comment je peux faire. Alors là, je vais tweeter un faux tweet. Hop, allez, 39 followers. J'augmente mon nombre, mais ma crédibilité est toujours en berne, etc., etc. Donc, ce site, il a été diffusé dans de nombreux pays. Il y a plusieurs recherches qui ont été publiées à son propos. Il semble assez bien fonctionner. Attendez, pardon, je me remets là. Mais là aussi, parfois, dans des cadres qui sont peut-être un peu trop limités. Donc ça, c'est du pre-bunking. Du côté du debunking, je ne vais pas être très long, parce que en fait, le debunking, si vous ouvrez les journaux, la radio, la télévision, bah, vous y êtes parfois confronté. Je pourrais citer Libé Détox, Check News, les décodeurs du monde, 20 minutes fake-off, etc. Ce sont des journalistes qui font ce qu'on appelle du fact-checking. En fait, c'est de la démystification, c'est du debunking. Il s'agit d'interventions réactives qui vont cibler rétrospectivement des cas concrets de désinformation. Vous savez, il y a une théorie du complot qui circule. Immédiatement, il va y avoir un petit article dans Libé, par exemple, pour dire voilà la théorie du complot, elle est fausse pour telle et telle raison. Les effets bénéfiques de la démystification, on a plusieurs travaux qui montrent que ça peut durer plusieurs semaines. Et puis aussi, une série de travaux qui montrent que ça peut être très, très limité et durer seulement quelques minutes, quelques minutes, j'exagère, quelques heures. Donc, vous voyez que ça ne semble pas être non plus la panacée. Globalement, on sait par contre ce qu'il faut faire pour du debunking. D'ailleurs, vous voyez, là, je vous ai mis les 5 règles classiques du debunking. Ce sont les règles que suivent les médias.
vous serez pas surpris, il faut fournir un compte-rendu factuel, la désinformation doit être répétée, les sources crédibles doivent être associées. On peut associer les corrections à des normes sociales pertinentes, donc par exemple des normes injonctives. Il faut protéger les personnes vulnérables en se faisant vacciner, ça c'est une bonne chose à faire, ou bien des normes descriptives. Plus de 90% des parents font vacciner leur enfant, c'est l'exemple que donne Ecker et ses collaborateurs. Et puis, il faut utiliser un langage simple et des graphiques informatifs. Bon, ok, ça, c'est ce que vous retrouverez classiquement dans la presse. Mais toutes ces méthodes de lutte contre la désinformation m'amènent, moi, à une réflexion, à une question, qui est-ce que vraiment c'est une question de croyance? Parce que là, on est en train d'essayer de rétablir des croyances. C'est-à-dire qu'on considère que les gens croient dans des fausses informations et donc il faut qu'on rétablisse une forme de vérité pour qu'ils ne croient plus dans ces fausses informations. Mais si finalement les gens ne croyaient pas dans les fausses informations qu'ils diffusent, si finalement les gens diffusaient des fausses informations pour d'autres raisons. Alors, prenons un exemple. Ça m'amènera à quelques-uns de mes travaux et j'aurais déjà parlé beaucoup. Prenons un exemple. Imaginons que nous soyons exposés à de la désinformation. Alors, une exposition volontaire, d'accord, je cherche moi-même à savoir si le vaccin est sûr, d'accord, et puis je vais aller fouiller dans des sites dits de réinformation, parce que je me méfie de la parole officielle et des médias, soit une exposition que je qualifierais d'involontaire, tout simplement parce que vous avez un smartphone et que vous êtes sur des réseaux sociaux numériques. Bon, alors je ne doute pas que ce soir, il y en a de moins en moins sur Twitter, mais de plus en plus sur Mastodonte. Bref, dans tous les cas, vous êtes exposé éventuellement à de la manipulation de l'information. Vous allez, en étant exposé à cette désinformation, tomber au fur et à mesure de vos recherches, au fur et à mesure de vos lectures, sur des croyances de plus en plus extrêmes. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par suspecter des connivences entre les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement, pour aboutir assez rapidement, d'ailleurs parfois, à l'idée que le vaccin, c'est un complot pour éliminer une partie de la population, ou à l'idée que les laboratoires pharmaceutiques ont créé le virus pour vendre un vaccin, pour faire du profit, parce que ces laboratoires sont tenus par des juifs, et on tombe immédiatement dans l'antisémitisme classique d'une d'une partie de la complosphère. En étant confronté de plus en plus à des croyances extrêmes et en s'enfermant dans ces croyances extrêmes, on va au fur et à mesure se désengager de nos groupes sociaux habituels, notre famille, nos amis, notre monde professionnel. Pourquoi? Parce qu'on va être de plus en plus en décalage avec eux. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'on découvre des vérités, le vaste réseau pédosataniste, par exemple, dans le monde, et que les personnes de notre entourage semblent totalement indifférents. En se désengageant de ces groupes, on va rechercher des nouvelles communautés. Oui, nous sommes des êtres sociaux par essence et nous avons besoin d'affiliation. Ces nouvelles affiliations, on va les trouver dans des communautés conspirationnistes. Bon, je ne vais pas faire de publicité pour toute une série de gourous, je vais les appeler comme ça, de la complosphère. Vous pouvez en trouver facilement sur des plateformes telles que YouTube, par exemple, et la pandémie leur a permis une exposition démultipliée. Et donc, dans le cas de ces communautés conspirationnistes, on va se mettre à partager soi-même en ligne de fausses informations. C'est-à-dire qu'on va devenir là soit le producteur, d'ailleurs, parfois, de ces fausses informations, soit le diffuseur de ces fausses informations, ce qui peut conduire, in fine, à la participation à des manifestations qui peuvent être plus ou moins violentes. On se rappelle de quelques manifestations anti-vax en France pendant la pandémie. On aboutit donc à une forme de nouvelle grille de lecture pour chaque nouvel événement, que ce soit la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, où les individus ne seront plus dupes du système, mais seront éveillés. Alors j'ai choisi le terme éveillé à dessein, ça fait partie de la rhétorique sectaire classique, mais aussi de la rhétorique complotiste. En fait, on a affaire ici à ce qu'on a nommé avec trois collègues, Pascal Wagner-Egger, Adrian Baumgärtner et Sébastien Dieguez, un processus de radicalisation des croyances. En fait, on s'aperçoit que chez les complotistes,
on a celui qui doute un petit peu jusqu'à celui qui va être promoteur de théorie du complot. Donc on a vraiment différents stades, différentes étapes en quelque sorte. Et ce serait l'idée d'une forme de processus longitudinal de radicalisation des croyances qui va aboutir à un désengagement progressif des groupes sociaux habituels, je le disais tout à l'heure, à un engagement dans une communauté de personnes qui partagent les mêmes idées, jusqu'à une action collective coordonnée. Si je reprends un peu ces 3 points-là, vous les retrouverez vraiment en détail hein, dans l'article là, qui est paru là, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques semaines. Donc, processus de radicalisation des croyances, une des premières étapes, ce serait l'interprétation de certains événements par des erreurs de raisonnement ou des fameux biais cognitifs. Ça marche pas. Pardon? Bon. Donc, ce serait l'interprétation de certains événements par des erreurs de raisonnement ou par des biais cognitifs qui peuvent être facilités par certains types de personnalités. Donc, on va progressivement passer d'individus qui se posent des questions à des individus qui doutent du système. Donc là, je ne développerai pas, mais ce sont tous les travaux sur les biais cognitifs tels que le biais de confirmation d'hypothèses, les corrélations illusoires. Je connais quelqu'un qui est mort après s'être fait vacciner. Oh là là, ça veut dire que la vaccination entraîne la mort. Corrélation illusoire. Et donc, je cherche des informations sur cet élément-là. Je me mets à douter du vaccin. Vous voyez que le fait de chercher des informations ne fait pas de moi forcément immédiatement un complotiste. Ça m'amène sur une première étape. À partir de là, je vais rechercher des informations sur des sites alternatifs. Pourquoi sur des sites alternatifs? Eh bien parce que les versions officielles ne me satisfont pas. La version officielle dit que le vaccin est totalement inoffensif, mais moi, je connais quelqu'un qui a dit que quelqu'un était mort. Je caricature un petit peu, évidemment. Donc, je vais chercher des gens qui vont dans mon sens, c'est-à-dire des gens qui confirment mes croyances. Et en trouvant ces individus-là, je vais découvrir de nouvelles théories du complot. Je vais découvrir de nouvelles explications complotistes à propos d'autres événements. C'est-à-dire que là, je vais découvrir que finalement, non seulement on essaye de nous tuer avec le vaccin, mais en plus, on nous injecte des puces 5G. Je prends là aussi un autre extrême. Évidemment, il y a beaucoup de théories complotistes intermédiaires qui sont parfois plus crédibles. On va donc se désengager progressivement de sa communauté d'appartenance, de sa famille, de ses amis, et ce désengagement sera accentué par des émotions générées et des conflits provoqués par ces idées nouvelles qui sont scandaleuses. Si je découvre qu'il y a un réseau pédosataniste et que tout le monde autour de moi a l'air de ne pas s'en soucier, c'est inadmissible. Je ne comprends pas comment on ne peut pas militer, lutter contre ça. Donc, je vais aller chercher des gens qui partagent mes idées, qui sont prêts, comme moi, à se battre. Dans le même temps, le besoin de partager ces nouvelles idées va faire que je vais rejoindre une communauté qui partage mes idées. Je vais m'engager dans une communauté conspiratrice. Alors, soit en ligne, soit dans la vie réelle. Hein. On voit comment, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes en France a permis à une partie de la complosphère de se développer. Et à ce stade, les facteurs sociaux vont prendre une grande importance. C'est-à-dire qu'ici, les facteurs cognitifs vont beaucoup moins jouer, seront beaucoup moins importants. Par contre, l'appartenance sociale, la reconnaissance des leaders, les gourous, tous les effets de conformisme vont atteindre leur maximum en quelque sorte. Et finalement, c'est à ça que je voulais en venir, avec ou sans conviction, ces théories du complot ont bel et bien une fonction de signal social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire indiquer aux autres qu'on n'est pas un mouton, indiquer aux autres qu'on a mieux compris le monde, indiquer aux autres qu'on ne se fait pas avoir. Et finalement, l'important, ce n'est pas d'adhérer à une fausse information ou de ne pas y adhérer. Ce n'est pas d'adhérer à une théorie du complot ou de ne pas y adhérer. C'est simplement de la revendiquer. À partir du moment où je me présente comme complotiste, à partir du moment où je diffuse des théories du complot, alors je montre aux autres que je ne suis pas dupe du système. Vous voyez, j'ai pris la bonne pilule, pour reprendre l'exemple de Matrix. Et finalement, ça va aboutir à une image très différente de celle du théoricien du complot asocial, tout seul derrière son ordinateur, qui adhère à l'idée que la Terre est plate.
qui sera en marge de la société, qui se radicaliserait tout seul. Non, en fait, on a beaucoup d'individus, on l'a vu dans les dernières manifestations, en particulier anti-vax, qui peuvent adhérer, qui peuvent sembler adhérer à des théories du complot parfois totalement contradictoires, mais simplement avec cette idée qu'ils ne sont pas dupes. On ne leur fait pas, ils ne sont pas des moutons. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça m'amène, un peu en guise de conclusion, j'y arrive, à la définition qu'on donne avec Sébastien Dieguez dans notre livre sur le complotisme. On définit le complotisme comme une disposition cognitive, affective, sociale et idéologique qui porte à expliquer le monde en termes d'entités secrètes et maléfiques qui œuvreraient à tromper les individus sur la réalité des choses, de sorte à dissimuler leurs véritables intentions. J'insiste sur la disposition cognitive, affective, sociale et idéologique. Le complotisme, ce n'est pas simplement l'adhésion à une théorie du complot, ce n'est pas simplement croire à une théorie du complot ou à des théories du complot. Finalement, cette croyance, elle peut être secondaire. Le complotisme, vous voyez ici enfin ici, je ne sais pas où vous voyez en fait, mais une photo prise dans une manifestation, je pense, donc je suis complotiste, je pense donc je suis, vous voyez, ici, ce sont des personnes qui affirment leur complotisme. Il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait des études en psychologie sociale qui travaillaient sur le complotisme comme stigmatisation. L'idée qu'on utilisait l'étiquette de complotiste pour stigmatiser les gens. Aujourd'hui, on a un retournement de situation avec la pandémie, et c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de la pandémie dans nos questions de croyance. Avec la pandémie, on a une partie d'individus qui vont revendiquer l'étiquette de complotiste. Le complotisme serait un phénomène donc actif, un choix que les acteurs font en conscience. Ils ne se font pas manipuler, ils ne se laissent pas avoir par une fausse information dont il conviendrait de rétablir la vérité. Ce n'est plus seulement une simple question de désinformation, c'est une démarche active, c'est une démarche délibérée, stratégique, idéologique, et d'autant plus dangereuse, nous semble-t-il, qu'elle est redoutablement efficace. Inutile de lutter contre le complotisme avec uniquement du debunking ou du pré-bunking, quand les individus qui diffusent ces informations-là cherchent plus à rallier des individus d'autres à leur cause, à leur lutte contre le gouvernement, à la lutte pour tel ou tel mouvement, qu'à l'adhésion réelle dans l'information. Je vous remercie de votre attention. J'essaie de tenir dans un petit peu plus de l'heure qui m'était impartie, en essayant de faire des choix, ce qui était assez compliqué. Mais j'espère en tout cas avoir pu vous montrer que les études sur la désinformation sont aujourd'hui extrêmement nombreuses. Il y en a en psychologie, en tout cas, il y en a beaucoup. On a tendance à les prendre uniquement sous l'angle de la croyance en tant que telle, et que la pandémie nous a montré, me semble-t-il, que la dimension politique de ces croyances-là mériterait d'être prise en compte de manière plus importante. Merci beaucoup. Super, merci vraiment infiniment pour tout cela. C'était excessivement intéressant. Je vois que Gilles Rioux se pose la question de savoir si... Attendez, je cite le chat. Je me pose précisément cette question dans le cadre d'enquêtes internes sur le sujet d'harcèlement. Et si les fausses informations n'étaient pas des croyances? Et là, je pense qu'à la fin, vous avez fait allusion à cela, justement. Oui. L'argument, une fois débunké, est présenté comme un ressenti, une perception subjective. Et il continue, il y a un lien entre le complotisme et les besoins d'appartenance. Mais ça, évidemment, vous avez publié par ailleurs sur cela, donc d'autant plus. Besoin de ces pensées utiles, de disposer de capacités d'action sur un monde qui nous après, ça, évidemment, c'est une belle et classique interprétation de ces phénomènes. Donc, si vous pouviez vous positionner par rapport à cela, je serais vraiment très curieuse parce que, typiquement, c'est une explication que je donne souvent à mes étudiants. Est-ce que les mouvements anticapitalistes qui luttent contre la puissance des lobbies relèvent du complotisme? J'avais une question assez similaire en privé, par ailleurs, et peut-être arrêtons-nous là pour cette série de questions. Alors, je vais revenir un petit peu de manière plus ancienne dans mes travaux. Je disais en introduction que j'ai commencé à travailler notamment sur les rumeurs.
Et ce qui m'avait intéressé à l'époque sur les rumeurs, j'avais publié un petit article dans Diogène, ce qui m'avait intéressé à l'époque sur les rumeurs, c'était l'idée de savoir à quel point les gens ont besoin d'adhérer à une rumeur pour la diffuser. C'est-à-dire que souvent, on se dit quelqu'un qui diffuse une rumeur, c'est quelqu'un qui y croit. Croire dans le sens de adhérer. En réalité, il y a pas mal de travaux qui montrent que finalement, on peut tout à fait diffuser des rumeurs sans y adhérer. On peut diffuser une rumeur pour créer du lien social, on peut diffuser une rumeur pour un besoin d'appartenance, on peut diffuser une rumeur parce qu'on ne sait pas quoi dire à un moment et que c'est tout aussi bien qu'une blague. Bref, on n'est pas obligé d'adhérer spécifiquement. Donc j'avais essayé de schématiser, de modéliser, mais c'était très très embryonnaire à l'époque, le lien entre l'adhésion, la diffusion, entre l'adhésion et la diffusion. Attendez, oui, est-ce que je dois adhérer à quelque chose pour le diffuser? Est-ce que je peux le diffuser, le transmettre sans y adhérer? Et quels étaient ces liens-là? Et puis, j'avais un peu laissé de côté ces questions, et finalement, je les ai retrouvées avec les théories du complot et avec le complotisme. Et tous les travaux sur la désinformation prennent pour fait acquis que les individus qui partagent, qui diffusent ces fausses informations y adhèrent. Alors, je vais simplifier un petit peu parce qu'en fait, depuis quelques années, il y a maintenant deux courants de recherche qui sont un peu distincts. Il y a ceux qui travaillent sur l'adhésion en tant que telle aux fausses informations et ceux qui travaillent sur le partage des fausses informations. Et on voit que ça ne se recoupe pas totalement. Mais je trouve que c'est un peu dommage, en fait, de séparer complètement les deux éléments. D'autant plus que dans ceux qui y adhèrent, parfois, je ne suis pas persuadé qu'ils y adhèrent au sens où nous entendons l'idée d'adhésion de croyance. Donc, c'est pour ça aussi que la pandémie a été une espèce de catalyseur. On a parfaitement vu le rôle de la mobilisation politique, au sens un peu global du terme, hein, dans ces croyances. Comment des gens sont capables de descendre dans la rue pour des croyances contre le masque, contre le vaccin, contre ceci ou contre cela. Et ça, c'est pourtant pas quelque chose de nouveau. J'ai participé il y a quelques années à un consortium autour du virus Zika, qui s'appelait Zika Alliance, où déjà à l'époque, en fait, on cherchait un vaccin contre le virus Zika, et déjà à l'époque, l'idée c'était de dire, on n'a pas encore trouvé le vaccin, mais en amont, vous, les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales, travaillez sur les freins à l'acceptation de ce vaccin avec déjà, hein, c'était le Brésil, avec déjà l'idée de rumeurs autour du rôle de Bill Gates, du contrôle de la natalité, j'en passe, etc., etc. Donc on voit que ces questions, elles sont anciennes, elles sont récurrentes. Sur, parce que j'essaye de prendre un peu dans tous les ordres, sur est-ce que les mouvements anticapitalistes qui luttent contre la puissance des lobbies relèvent du complotisme? J'aurais tendance à dire oui et non. Oui et non, en fait, ça dépend de ce qu'ils, non pas de leur lutte, mais de ce qu'ils diffusent. J'ai participé à une recherche, je vous mettrai aussi la référence, avec une série de collègues. On a interrogé dans 26 pays le niveau d'engagement politique et le degré de complotisme. Et on s'est aperçu en fait que ce sont les extrêmes politiques, donc on a une jolie relation, ce sont les extrêmes politiques qui sont plus sensibles au complotisme, c'est-à-dire extrême droite et extrême gauche. Pendant très longtemps, hein, dans la littérature, on s'est un peu concentré sur le complotisme d'extrême droite. Le protocole des sages de Sion, le complot judéo-maçonnique, etc. Ça fait aussi partie facilement de la rhétorique d'extrême droite. Et pourtant, on constate que l'extrême gauche n'est pas exempt d'une forme de complotisme. Mais attention, si les processus socio-cognitifs ou cognitifs sont identiques à l'extrême droite et à l'extrême gauche, on constate que les thématiques sont différentes. C'est-à-dire que l'extrême gauche, va plutôt attaquer le lobby militaro-industriel, les grands groupes, le grand capital, et j'en passe. Donc on a un recours plus fort aux explications complotistes dans les mouvements extrémistes. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à cette question, un mouvement anticapitaliste, il ne diffuse pas forcément un discours complotiste. Il diffusera un discours complotiste à un moment où il va supposer que s'entende en secret un petit groupe qui agirait dans l'ombre et qui serait à l'origine d'un événement particulier. Si on parle du réchauffement climatique, par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent tellement en secret. Je veux dire, il y a beaucoup de gouvernements qui ne s'entendent pas du tout en secret. C'est parfaitement visible sur leur négation de la question du réchauffement climatique.
Et voilà. Et après, je ne sais plus où j'étais perdu. Super, merci beaucoup. Donc, c'est déjà ça, c'est déjà parfait. Il y a Johan Mortensen qui nous écrit sa question et il ne peut pas la poser vocalement. Oui, Une situation de communication réussie est également basée sur un rapport de confiance par rapport à la source de l'information. À l'instar de la perte de confiance dans la classe politique, il existe assurément une perte de confiance dans les médias. Comment théorisez-vous le rôle de ces rapports de de confiance confiance. dans la situation des communications? Peut-on considérer que les crises, notamment sociales, provoquent un rejet général, dégagisme? Vous avez évoqué une recherche de cohérence. Ne Mm. peut-on pas considérer que le complotisme est une recherche parfois maladroite de cohérence face aux crises et d'un monde différent en raison d'un profond ressentiment et frustration? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le dernier élément, hein, le complotisme comme recherche maladroite ou pas de cohérence. Enfin, c'est une recherche de cohérence face aux crises du monde. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est une recherche d'explication, hein, comme on a tendance à le dire souvent. La science, on l'a vu au début de la pandémie, n'amenait pas assez d'explications, en tout cas pas satisfaisantes. Le complotisme, lui, en amène facilement. Donc forcément, on est plus attiré par ce type d'explication simpliste. Alors, simpliste en apparence, hein, parce que parfois, il y a des théorisations complotistes qui sont très, 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 très compliquées. Sur la question de la confiance, c'est une question extrêmement pertinente. Et on voit qu'il y a quelques travaux récents qui creusent cette question-là d'un point de vue psychosociologique, psychologique, c'est-à-dire le rapport à la confiance. On a très souvent dit, mais un petit peu comme une forme de postulat de base, le complotisme serait dû à une méfiance, voire à une défiance des autorités instituées, les gouvernements, les médias, les scientifiques. Ok, très bien. Mais il y a un élément en parallèle qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant et sur lesquels quelques recherches commencent à se poser, c'est la question de la confiance. Parce que être méfiant ou défiant vis-à-vis des autorités, c'est une chose. Mais on constate que dans les discours complotistes, il y a en parallèle une confiance surexagérée en quelque sorte vis-à-vis de certains. L'exemple que je prends souvent, c'est celui des politiques ou même des scientifiques. On peut très bien dire que tous les politiques sont pourris ou que tous les scientifiques sont achetés, sont corrompus, ok? Mais pourquoi, chez les complotistes, tel scientifique, tel politique, telle femme ou tel homme politique va être au contraire quelqu'un de parfait que l'on va suivre? Vous voyez, il y a cette idée chez les complotistes qu'on doit être anticonformiste, qu'on ne doit pas penser comme le gouvernement nous l'impose, et dans le même temps, bah, on pense exactement comme tel gourou complotiste nous le dit. Donc là, il y a des travaux qui ne portent pas finalement sur la crédulité, pas à quel point on est crédule vis-à-vis d'une information, mais plutôt pourquoi et comment on fait confiance. Et là, typiquement, enfin, vous évoquiez la question de la philosophie en introduction. Je pense que là, vraiment, sur cette question de la confiance, il y a vraiment des ponts et des recherches intéressantes à faire entre psychologie et philosophie sur cette question de la confiance en politique de manière globale. Super, merci beaucoup. Existe-t-il des solutions afin de sortir une personne du complotisme et de son cercle vicieux? Je pense que beaucoup de personnes sont là précisément motivées par cette Oui, interrogation. Donc, alors oui, donc j'ai la réponse. Mais du coup, il faut que vous rentriez votre numéro de carte bancaire dans le petite chose qui va arriver. Non, alors là aussi, il y a beaucoup de travaux maintenant depuis quelques années sur la lutte contre le complotisme. On a des travaux contradictoires, comme tout à l'heure sur la désinformation, mais en fait qui sont contradictoires en apparence. Je veux dire par là qu'ils semblent contradictoires, mais tout simplement parce qu'ils ne s'intéressent pas à la même forme de complotisme. Entre quelqu'un qui pense que la Terre est plate ou qui pense que les reptiliens existent, quelqu'un qui pense que le vaccin est une manipulation et qui est anti-vax, quelqu'un qui pense que Lady Di n'est pas morte ou que Kennedy a été tué par la CIA, on a des niveaux de complotisme très différents. Et finalement, essayer de se dire qu'on va trouver une solution unique, c'est compliqué. Alors, il y a certains travaux qui montrent que ridiculiser un complotiste peut marcher. Oui, c'est vrai que ça peut marcher si le complot en question est lui-même ridicule. Si maintenant vous essayez de ridiculiser un anti-vax, ça ne fonctionnera pas, et bien au contraire, ça va renforcer ses propres croyances. Donc tous les travaux qui existent aujourd'hui, il n'y a pas de synthèse, tout simplement parce qu'ils s'adressent à des formes de complotisme différents. Ce qu'il conviendrait, c'est d'essayer de faire un peu une forme de revue de la littérature pour définir plus en amont le complotisme et les moyens de lutter contre. Donc globalement, si dans votre entourage, votre belle-mère, votre sœur ou que sais-je encore pense que telle star n'est pas morte mais vit à Hawaï
Bon, Elvis Presley, il a commencé à être un peu vieux maintenant. Donc, avec Michael Jackson, je ne suis pas trop sûr non plus de son état. S'il n'y a que cet élément, finalement, je dirais bien, ce n'est pas très grave. On n'a pas besoin de lutter contre. Et d'ailleurs, cette question de lutter contre les fausses nouvelles ou de lutter contre le complotisme, elle apparaît depuis quelques années à cause de quoi? À cause de la montée du terrorisme, la radicalisation, les attentats terroristes, de la pandémie aujourd'hui, de la question du réchauffement climatique. On voit que les conséquences de ces croyances, les conséquences politiques, environnementales, sanitaires, ne relèvent plus de la liberté individuelle de croire n'importe quoi, mais bien de la question de la citoyenneté. Et donc, c'est en ça qu'il faut lutter contre, pas contre toutes les croyances. C'est-à-dire que moi, que certains soient complotistes par rapport à Lady Di ne me pose pas de problème. Ça devient un problème là où c'est une vision systémique du monde. Là où finalement, je vois le complot partout et je ne pense plus que par le complot. J'interviens assez régulièrement en centre pénitentiaire auprès d'individus signalés pour radicalisation ou pour extrémisme violent. Et c'est là que je touche du doigt des individus qui, finalement, voient, entendent, perçoivent du complot partout, cherchent des signes de ce complot-là. C'est là où ça devient dangereux. Ce n'est pas lorsque, aux fêtes de fin d'année, quelqu'un va vous parler de la Terre plate, par exemple, ou d'autres choses. Bon, je ne fais pas des réponses courtes, je suis désolé. Non, c'était formidable. Il y a, ensuite, jamais je crois, eu autant de questions après une intervention. Caroline, qui est un tout petit peu frustrée par le fait que nous n'avons pas, que vous n'avez pas évoqué l'existence des doutes raisonnables, des doutes qui sont légitimes. Je pense que là, pour le coup, je réponds presque à votre place. Je pense que là, pour le coup, ce n'est pas du tout le rôle des psychologues. Hein. Ça, c'est à nous épistémologiquement de fournir ou de réfléchir sur, à nous, philosophes, Oui. réfléchir sur les critères de démarcation entre le doute légitime et le doute illégitime. Donc, je passe, chère Caroline, venez au département des philo, évidemment. Alors, ceci dit, je me permets quand même de rebondir, pas pour répondre directement comme ça, mais parce que c'est une interrogation parfois que j'ai de journalistes qui disent, mais finalement, mon métier, moi, de journaliste, ce n'est pas de croire la version officielle, c'est d'en douter. C'est de chercher des preuves éventuellement de l'existence d'un complot. Mais le journaliste va développer une méthodologie, une éthique, une déontologie qui fait que s'il ne trouve pas de preuve du complot, il reviendra à la version officielle. C'est-à-dire qu'il ne va pas suspendre son jugement indéfiniment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à un manque de preuves, eh bien, il admettra que la version officielle est la seule qui est valable, qui se tienne. Ou face à un consensus scientifique, il ne va pas suspecter un complot. Donc, je pense qu'il y a des liens qui peuvent être faits aussi sur cette question. Tout à fait, mais de la même façon, effectivement, nous tous en SHS, on est des complotistes au départ, c'est-à-dire on se dit que les choses sont un tout petit peu différentes qu'elles nous apparaissent. Mais évidemment, la différence est celle des méthodes, oui, tout à fait. Facteur politique, peut-on se contenter de montrer du doigt des gens qui tombent dans le panneau du complotisme sans évoquer ceux qui, du côté des pouvoirs, poussent au crime? Au début de la pandémie, les gouvernements en France argumentaient d'accord, pancarte, je pense. OK, par ailleurs, nous dit MR, la pancarte, pardon, donc je vais quand même lire plus attentivement. Au début de la pandémie, les gouvernements en France argumentaient que les masques étaient inutiles et a tenté de cacher sa responsabilité dans la situation dramatique de l'hôpital. Est-ce que cela n'est pas à prendre en compte dans une explication du complotisme? Par ailleurs, la pancarte, je pense, donc je suis complotiste, relève du second degré. Personne ne revendique d'être complotiste. En revanche, les opposants à la politique gouvernementale ont été très souvent taxés de complotisme, ce qui conduit à naturellement inverser le stigmate. Alors, je vais commencer par l'anecdote là sur la pancarte. Alors, la photo que j'ai montrée, c'était peut-être du second degré pour cette photo-ci. Par contre, j'ai pas mal d'illustrations de vraies manifestations, typiquement anti-vax, où les gens se revendiquent complotistes sur des forums de discussion aussi complotistes. Malheureusement, je fréquente la complosphère professionnellement de manière un peu obligatoire. Il y en a beaucoup qui se revendiquent et qui sont fiers d'être complotistes. C'est-à-dire qu'ils ne le voient pas du tout comme un stigmate. L'idée d'être complotiste pour eux, c'est l'idée de ne pas se laisser avoir, de ne pas être dupe. Et finalement, la rhétorique qui consistait à délégitimer le discours d'un individu en disant « mais vous êtes complotiste » ne fonctionne plus si en face, l'individu lui-même se revendique comme complotiste. Donc, il y a parfois du second degré, effectivement, je suis d'accord, mais malheureusement, en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, dans bon nombre de manifestations en ligne ou en réel, des individus se revendiquent comme complotistes. Ensuite, sur le lien entre, alors je l'interprète comme ça, entre critique du gouvernement, critique d'une politique
et complotisme. Il faut vraiment faire la distinction, c'est-à-dire que on peut se poser beaucoup de questions sur la gestion de la pandémie par le gouvernement français, on peut se poser beaucoup de questions sur la gestion des États de leurs relations. Enfin, je veux dire, les complots, il en a toujours existé. Le rôle de la CIA, par exemple, dans le renversement de régimes démocratiquement élus, a été montré par des historiens. Voilà. Donc, des complots, il en a toujours existé. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est complot. Et c'est là où il y a une distinction. C'est-à-dire qu'on peut très bien critiquer, quel que soit l'État, quelle que soit l'institution, on peut critiquer les journalistes, on peut critiquer les scientifiques, bien entendu. Ça, c'est une chose. Mais considérer que des scientifiques, des journalistes, des politiques s'entendraient entre eux en secret, à dessein, pour faire tel ou tel aimant, là, ça tombe dans le complotisme. Mais attention, dans nos travaux en psychologie en particulier, on ne cherche pas à savoir si le complot est réel ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question ici d'ordre moral. Nous, on cherche à comprendre pourquoi les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, pourquoi les gens diffusent ou ne diffusent pas des théories complotistes. Finalement, que derrière, parce que certains parfois me disent « Ah, mais regardez, là certains disaient que c'était une théorie du complot, puis finalement, c'est un complot réel. » Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas historien. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas, moi, au nombre de complots réels par rapport aux théories du complot. Je m'intéresse à pourquoi, face à des explications, on peut avoir une explication scientifique, une explication religieuse, une explication liée au hasard, à plein d'autres choses. Pourquoi, aujourd'hui, de plus en plus d'individus choisissent l'explication complotiste? Il y a une phrase qu'on prête, je crois, à Michel Rocard, je ne suis pas bien sûr, et puis personne ne l'a vraiment retrouvée, en tout cas moi je ne l'ai jamais retrouvée, qui consistait à dire qu'il fallait toujours privilégier, selon lui, l'hypothèse, alors je ne me souviens plus, excusez-moi, mais il y aura certainement des fact-checkers dans le groupe, il aurait dit qu'il valait mieux privilégier l'hypothèse de l'incompétence à l'hypothèse du complot. Pourquoi? Parce que l'incompétence est plus largement déployée dans le système politique que l'intelligence du complot. Et c'est vrai que, en fait, pour qu'un complot existe, il faut quand même que les gens l'organisent, que les gens le pensent. Or, on a, l'actualité le montre aussi, on a bien souvent, alors peut-être pas de l'incompétence, mais parfois du hasard, parfois d'autres raisons. Or, l'esprit humain a besoin de trouver du sens, a besoin de trouver de l'explication. Il n'aime pas le hasard, il rejette le hasard, hein. Vous l'avez peut-être déjà évoqué dans un séminaire, je ne les ai pas tous vus, pardonnez-moi, mais pourquoi l'explication darwinienne est si peu, pourquoi les gens ont du mal avec l'explication darwinienne, c'est qu'elle repose sur la notion de hasard. Et intellectuellement, c'est compliqué à accepter. Et donc, l'idée de complot, l'idée d'intentionnalité est plus satisfaisante et plus attirante finalement pour un grand nombre d'individus. Merci infiniment pour tout cela. Il y a plein d'autres questions que j'aimerais poser, mais peut-être je ne vais pas les poser toutes. Je vais utiliser le fait que Blaise a levé sa main et qui va me libérer de la lecture. Blaise, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence. J'ai lu l'ouvrage que vous avez écrit avec Sébastien Deguez, qui est, à mon avis, enfin, j'en ai lu beaucoup sur la question du complotisme, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'ouvrage le plus riche, le plus nuancé aussi, notamment parce que c'est donc vous, notre lecteur. Pardon? C'est donc vous, notre lecteur. On cherchait qui l'avait acheté. Non, il y en a beaucoup d'autres. Merci. Et notamment parce que vous finissez par rapport à des questions qui vous ont été posées aujourd'hui sur cette idée que la théorie du complot, au fond, enfin les théories, il faut les prendre une par une. Et à chaque fois, par exemple, il y a un exemple que vous ne prenez pas, je ne crois pas, c'est le bouquin de Proctor sur les industries du tabac, qui est un réel complot. Enfin, vous en donnez plein d'autres exemples. Et qu'en fait, une des façons de répondre, c'est utiliser les outils épistémologiques au cas par cas pour voir si, oui ou non, il y a, tout ce que vous dites, des éléments suffisamment solides, etc. Donc, qu'il y ait des complots, évidemment, parce que c'est souvent une réponse des complotistes, c'est dire, mais il y a des complots, donc parler de théorie du complot, c'est faire le jeu du gouvernement, et la théorie du cas par cas me paraît très intéressante. Mais il y a des questions qui moi, me restent, même à la suite de la lecture de votre ouvrage et de votre conférence, c'est les cas dans lesquels on a des scientifiques, on peut les appeler comme ça, alors qui n'entrent pas vraiment dans les cas de ce que vous avez évoqué, qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent être rangés dans ce qu'on appelle le complotisme. Je m'explique. Il y a des cas, alors, par exemple, tout récemment, j'ai vu un appel à contribution de Laurent Mucchielli, qui est comme directeur de recherche au CNRS,
lire le manifeste conspirationniste, repolitiser la lecture de la pandémie, il manifestement appelle, alors il parle du bouquin Le manifeste conspirationniste écrit par un anonyme dont tout le monde sait de qui il s'agit, C'est voilà, ça. où manifestement il dit, voilà quelqu'un qui, alors c'est complètement, je ne parle même pas, il faut lire ce manifeste conspirationniste pour voir à quel point il est vide, mais c'est assez frappant de voir quand même un appel à contribution, quelque chose qui va se passer à Londres, de quelqu'un qui est un directeur du CNRS qui fait ça. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, Edgar Morin, qui a travaillé sur les rumeurs, sur la rumeur d'Orléans, et qui a tweeté en novembre 2020 toute contestation d'une affirmation officielle aujourd'hui est considérée comme complotiste. Et ce genre de discours, on le trouve aussi chez Bourdieu, ça vous le citez. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant parce que ça veut dire que ce pas des gens qui sont des gens isolés, qui ne sont pas dans le monde scientifique, etc. Et puis de l'autre côté, qui sont aussi, je dirais, des scientifiques, je ne sais pas exactement si on peut les qualifier de scientifiques, des anticomplotistes militants, alors par exemple des gens comme Bronner, comme Reichstadt, et dont la position, moi, me paraît un peu problématique parce qu'il y a justement cette dimension militante. Il y a le fait que, par exemple, quelqu'un comme Bronner a participé à la commission sur le complotisme, etc. Et ce sont des gens dont on a le sentiment qu'au fond, ils voient les complotistes comme si c'était eux-mêmes des gens qui ont une sorte de, je sais pas comment dire, qui sont des comploteurs. Il y a une sorte de théorie du complot sur le complotisme. C'est ce que moi, il me semble, et notamment dans l'expression complosphère que vous-même utilisez, moi, je m'en méfie beaucoup parce qu'on a le sentiment que la complosphère, c'est justement un monde fermé de gens qui se connaissent et qui créent des théories du complot, ce que je ne crois pas du tout. Et chez certains militants anticomplotistes, il y a cette position qui me gêne un petit peu, qui consiste à dire il y a une vérité officielle, il faut la défendre. Je pense que la notion de vérité officielle, elle est complètement contre-productive. Voilà, je m'arrête là. Oui, merci. Alors d'abord, merci pour avoir lu notre livre. Et je vois qu'en 400 pages, on n'a pas tout, on n'a pas répondu à tout, mais on fera peut-être un tome 2. Non, je plaisante. Alors, peut-être deux éléments. D'abord, globalement, j'ai évoqué la complosphère à plusieurs reprises, mais en fait, je ne travaille pas sur la complosphère. Moi, je travaille sur Monsieur, Madame, tout le monde. Et globalement, Monsieur, Madame, tout le monde, c'est pas le pire de la complosphère. C'est-à-dire que j'ai des collègues, des sociologues, des historiens, des gens en sciences de l'information et de la communication qui travaillent au plus près de cette complosphère. Voilà, vous évoquiez Rudi Reichstadt, par exemple, qui analyse, décrypte avec Conspiracy Watch toute cette complosphère. Moi, je m'intéresse en fait à votre belle-sœur, je m'intéresse à vous, je m'intéresse à moi, je m'intéresse à monsieur, madame de la vie de tous les jours qui peuvent tomber, qui peuvent être séduits par ces explications complotistes, qui peuvent aller manifester, qui peuvent se retrouver pris dans ces éléments. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur les scientifiques. Bah, oui, alors je vous avoue que effectivement, ça n'a pas aidé. Le directeur de recherche du CNRS que vous évoquez a quand même conduit le CNRS à faire 2 communiqués de presse pour rappeler que les chercheurs du CNRS étaient tenus à se restreindre à leur champ de compétences, je vais le dire comme ça. Ce collègue en question, il a complètement franchi toutes les limites de la science. Enfin, je ne comprends même pas comment il peut poursuivre son activité, puisqu'il développe, il diffuse, il transmet des thèses complotistes et visiblement, il en est persuadé. Et ça fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de mal à lui, enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'il a visiblement sa communauté autour de lui, mais ça fait beaucoup de mal à nous tous, collectivement, là, tous ceux qui sommes ici ce soir, parce que finalement, pour monsieur, madame, tout le monde, si quelqu'un qui est directeur du CNRS peut dire ça, alors où est la vérité? Là aussi, on revient sur cette question de la confiance dans les autorités. Quelle confiance je peux mettre dans des scientifiques si l'un d'eux me dit qu'ils sont tous corrompus? Bon, au passage, c'est toujours intéressant de voir que certains complotistes cherchent à qui profite le crime, hein, comme on dit, mais finalement, parfois, le crime profite à ces complotistes-là qui en retirent de l'argent en captant votre attention sur des sites Internet, en monnayant cette attention-là. Donc, j'ai effectivement une vraie difficulté, alors qui n'est pas une difficulté scientifique avec ces collègues-là, qui est une difficulté de citoyen par rapport aux thèses qu'ils défendent.
Et puis, donc, vous mettez à l'opposé, alors ça me gêne un peu d'opposer, de mettre à l'opposé Rudi Reichstadt ou Gérald Bronner, qui sont effectivement dans une forme de militantisme, mais qui, pour Gérald Bronner, s'appuyaient en amont sur des travaux scientifiques qu'il continue à mener d'ailleurs avec son équipe, alors qui a participé effectivement à ce rapport. Alors je ne me souviens plus l'ère des Lumières, ou je ne sais plus le titre exactement de cette commission. J'ai été, comme d'autres, d'ailleurs auditionné par cette commission, qui a abouti, comme beaucoup de rapports de commission, à un certain nombre de généralités, mais qui vont peut-être conduire les hommes et les femmes politiques à prendre position. C'est aussi ça, peut-être, qu'on attend. En tout cas, globalement, dans cette idée du complotisme, on a un peu tendance à mettre parfois tout et n'importe quoi, à avoir des militants pro et anti, et à ne pas se souvenir que nous, notre travail, à nous, universitaires, là, chers collègues, c'est de faire de la science, c'est de faire de la recherche. Et quand je dis de faire de la science, c'est notre activité de la vie de tous les jours, avec une méthodologie, avec une éthique, une déontologie, qui fait que ce n'est pas un résultat, même s'il est expérimental, qui prouve quoi que ce soit. C'est une série, ce sont des analyses, c'est de la confrontation. Il y a quelques semaines, j'ai été un groupe, alors là ce ne sont pas mes enfants cette fois, mais un groupe est venu dans mon université, dans les amphithéâtres, pour m'apostropher. Alors je n'y étais pas, j'étais en déplacement professionnel, mais pour m'accuser de mon cognitivisme, de ma réduction de l'esprit critique, et pour m'accuser de tous les maux, d'être à la solde du gouvernement, et j'en passe. Alors moi, je veux tout à fait débattre scientifiquement sur la notion d'esprit critique avec grand plaisir, mais pas d'être invectivé, pas d'être insulté parce qu'on suppose, on présuppose mon appartenance idéologique, religieuse, ou que sais-je encore. Donc on a souvent tendance à déplacer un débat qui devrait être un débat scientifique sur une dimension politique. Et ça, je le regrette. Merci. Formidable, merci beaucoup. Là, il y a plusieurs petites questions Kylian notamment qui voulait savoir quelque chose au sujet des désirs d'individualisation, donc de la recherche de l'identité, etc. Mais ce sont des choses, j'ai l'impression, dont nous avons déjà parlé. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'attarder sur cela, sauf si vous avez... Juste un élément, il y a un collègue, Anthony Lantian, qui est maître de conférence à Paris-Nanterre, qui avait fait sa thèse sur le besoin d'unicité, c'est-à-dire ce besoin de se sentir unique chez les complotistes. Donc ça s'appelle le besoin d'unicité, on le mesure avec des échelles psychométriques, et qui montrait que ce besoin d'unicité était plus présent chez les complotistes que chez les non-complotistes. Voilà, ça c'est une piste sur cette idée d'individualisation, sur cette idée de je suis différent des autres. Bon, après, c'est toujours intéressant de voir qu'ils vont tout de même diffuser le même discours, la même théorie du complot, les mêmes arguments, la même rhétorique. Donc c'est quand même une forme de conformisme complotiste. Tout à fait, mais c'est justement dans ces recherches sur... Je ne sais pas si c'était les premiers chercheurs qui a travaillé sur ça, mais moi, je trouvais cette idée pour la première fois chez Olivier Reboul, dans son analyse du langage complotiste, en 1980, où il dit que le génie, justement, de certains rhéteurs populistes, disons, est de vous faire croire que ce que vous adoptez est le fruit de votre propre réflexion. Donc, c'est quelque chose qui est assez... Voilà, c'est une capacité qui est une capacité charismatique de certains leaders, effectivement. Et c'est là, peut-être, où il est plus intéressant d'en trouver peut-être la source se trouve dans l'argumentation du leader charismatique, plutôt que dans les dispositions psychologiques particulières qui ne donne peut-être pas toutes les réponses. Mais merci infiniment pour cette référence à la thèse, donc à la thèse de votre collègue. J'aimerais bien en savoir davantage parce que je trouve ça, je trouve à vrai dire que c'est à côté du désir d'être utile, c'est le deuxième moteur fondamental. Et le désir d'être utile me paraît extrêmement important. C'est-à-dire, moi, je fais une petite enquête parce que je fais des études de psychologie comme ça. Après ma thèse, chacun ses hobbies, n'est-ce pas? Et pour mon diplôme de fin de licence, je fais une étude sur les origines de l'homophobie, sur les motivations de l'homophobie. Et je m'attendais à quelque chose des argumentaires, des goûts, des choses comme ça, mais pas du tout. C'est vraiment que les homophobes proclamaient, je n'ai pas demandé, est-ce que vous êtes homophobe? Je dis, si vous pensez que l'homosexualité est un problème, pourquoi? Et je donnais quelques éléments de réponse. Et les résultats fondamentaux, le plus évident était celui de la fin de l'humanité à laquelle nous allons pouvoir éventuellement remédier avec l'homophobie.
C'était leur capacité d'agir qui s'exprimait comme ça. C'était leur désir de sauver l'humanité voilà, de sa fin, n'est-ce pas? Comme s'il n'y avait pas de chemin plus simple du genre, cesser de manger la viande, par exemple. Mais je passe. Je passe. Donc, vraiment, un grand merci. Et donc, pour la clarté de cet exposé, en plus, hein, c'est vraiment c'est bien monté, tu as bien défini tous les concepts. Je pense que voilà, si on ne connaissait rien en théorie du complot, on est aujourd'hui armé. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas pour moi, évidemment, tu t'en doutes. Moi, je n'ai pas de questions particulières à poser. C'est peut-être juste pour alimenter un peu, pas forcément le débat, mais parce que je pense que tu as déjà imaginé tout cela, mais notamment pour la désinformation. Quand tu parles d'informations trop compliquées, évidemment, à prendre en considération pour des individus qui ne sont pas forcément scientifiques, on pense tout de suite à la théorie de la normalisation, au besoin de créer une norme, et notamment, je pense, dans ces chambres d'écho, on a d'autant plus besoin de créer cette norme commune à ces chambres et qui vont ensuite être valorisées, identifiées et divulguées à qui voudra l'entendre. Autre chose comme élément, je n'ai pas entendu, mais peut-être que voilà, c'était pour faire vite, je pense. Dans les théories du complot, il y a aussi, on le sait, Bronner en a parlé notamment, ce besoin de vendre du papier, tout simplement, donc de faire le buzz. Aujourd'hui, il y a des sites, il y a des blogs qui vont divulguer de l'information fausse, et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils le mettent en titre de leur site, et le but, c'est effectivement d'avoir un maximum de connexions, et donc ensuite d'avoir en mettant des publicités sur ces sites, ils vont gagner de l'argent. Donc voilà, c'est un but qui est complètement différent et effectivement qui sort en tout cas des représentations qu'on peut avoir sur les complotistes, puisque là, c'est soit pour s'amuser, soit pour gagner de l'argent. Voilà, et donc on en revient à la crédibilité de la source. Le problème, c'est que ça va être relayé ensuite par d'autres sites qui ne vont pas vérifier les informations. Donc voilà, mais je pense que tout ça, tu maîtrises largement. Merci Romain. Juste pour rebondir juste sur un point par rapport aux effets sociaux, en fait, aux facteurs sociaux. Parce qu'on est en psychologie tous les deux, on n'est pas que les seuls en psychologie ici ce soir, mais c'est vrai que dans tous les travaux sur la désinformation, ce qui a toujours tendance un peu pas à m'énerver, soyons, mais à m'interpeller, je vais le dire comme ça, c'est que la plupart des travaux commencent par les facteurs cognitifs, par le cerveau, voilà. C'est ça le plus important. Et puis à la fin, quand même, on arrive à des modèles qui disent oui, mais il faut prendre en compte les facteurs sociaux. Et donc, on arrive à des modèles un peu plus intéressants où il y a les facteurs sociaux qui sont pris en compte. Sauf que quand même, pour beaucoup de phénomènes, je pense que la clé d'entrée, ce sont les facteurs sociaux. J'aurais presque tendance à dire qu'il faut d'abord les analyser par ces facteurs sociaux, quitte ensuite à dire, oui, bon, le cerveau joue dedans. Alors, je sais que je suis psychologue, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais tous ces effets de normalisation, tous ces effets d'appartenance sociale, d'identité sociale, vont expliquer, à mon avis, bien plus pourquoi les gens s'affilient, pourquoi les gens diffusent des informations, pourquoi les gens les transmettent, pourquoi les gens y adhèrent, qu'une question de biais cognitifs. Attention, hein, je ne nie pas l'importance des biais cognitifs, mais rappelons-nous quand même que les biais cognitifs, nous y sommes tous confrontés et on n'est pas tous complotistes. Le biais de confirmation d'hypothèse, quelqu'un le rappelait, je crois, tout à l'heure dans le chat, on n'y échappe pas, qu'on soit ou non complotiste. Donc ça veut bien dire que derrière le complotisme ou derrière les fake news ou les fausses informations, il y a autre chose que cette simple erreur d'interprétation du monde de notre cerveau. En tout cas, merci pour ton petit mot et content que tu sois là ce soir. Merci. Merci infiniment. Cher Pierre, c'est à toi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Un grand merci Sylvain pour cette intervention magistrale, on peut le dire, sur le complotisme. Moi, ce qui m'interpelle évidemment toujours, c'est la question des contextes dans lesquels effectivement les croyances complotistes émergent, prolifèrent, se diffusent, etc.
Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, et ce qui m'interroge aussi beaucoup, et ce qui m'effraie en même temps, j'en parlais à Anna juste avant, c'est vraiment cette perception de réalité parallèle actuellement. C'est-à-dire que l'idée du complotisme, c'est qu'il y a quand même une référence au réel à un moment donné. Bon. Même si ce n'est pas le but premier des psychologues sociaux, j'entends bien, mais en même temps, c'est quand même l'idée de voir là, aussi bien quand on écoute effectivement les supporters de Trump, de Bolsonaro, de Poutine, etc., où on est effectivement sur des univers complètement parallèles, là aussi, où on va justifier là aussi l'injustifiable, que ce soit la guerre, l'intervention en Ukraine, que ce soit effectivement, si on perd aux élections, c'est qu'il y aura forcément malversation et triche, et c'est des gens qui sont dans une conviction absolue. C'est-à-dire où là, et c'est quelque chose qui est partagé et qui est très largement partagé. Donc, c'est même plus une question de biais cognitif individuel, mais c'est quelque chose qui est massivement partagé, diffusé, etc., et qui peut effectivement déboucher sur des violences. On l'a vu effectivement là, enfin, des manifestations, on va bloquer les routes, on va envahir le Congrès aux États-Unis en janvier, etc. etc. Bon. Donc là, c'est vraiment cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et là, c'est un peu le maillon faible, j'allais dire, des études expérimentales. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps, hein, c'est pas un reproche, mais enfin, ou un semi-reproche, c'est-à-dire que là, c'est quelle articulation on fait avec des contextes réels, d'où la nécessité de faire appel aux sociologues, aux anthropologues, aux philosophes, là aussi, où là, on va, ou aux politistes. Là, je pense qu'effectivement, la dimension politique, elle est éminemment importante. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, des groupes entiers basculent du côté du complotisme. Là aussi, et pourquoi, ou dans une dynamique militante, parce que moi, je relie ça effectivement beaucoup à la question de la radicalisation politique et religieuse dont tu parlais aussi, dont tu as parlé aussi un moment, parce que pour moi, le lien, il est évident à ce moment-là. Et quelle analyse on peut faire, surtout dans un contexte qui est extrêmement propice au montage, j'allais dire, de fiction parallèle, là aussi, et auxquels les gens adhèrent massivement. Enfin, moi, c'est un point à la fois de questionnement théorique, mais aussi c'est un point d'inquiétude, j'allais dire, politique. Voilà, c'est ce que je voulais te soumettre. Merci Pierre, je souscris à tes réflexions et à tes questions. Le livre qu'on a coécrit donc avec Sébastien Niéguez, il est suisse, il est en neurosciences, moi je suis en psychologie sociale, donc on pourrait s'attendre à ce qu'on ait écrit un livre de 400 pages sur l'intérêt de la psychologie scientifique et la psychologie expérimentale dans les théories du complot. Et comme tu le sais, parce que je sais que tu l'as lu, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on passe quand même 400 pages à dire que la psychologie, c'est pas grand-chose dans l'étude des théories du complot. Alors, on a produit beaucoup, c'est vrai, mais en fait, on ne pourra rien faire sans les historiens, sans les sociologues, sans les politiques, sans les gens en sciences de l'information et de la communication, sans les philosophes, sans les géographes. Et on passe vraiment 400 pages à démontrer ça, c'est-à-dire à ne pas faire de réductionnisme cognitiviste ou individualiste, mais dans le même temps, évidemment, on présente ce qu'on connaît le mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on critique le mieux. Quand on passe, on a tout un chapitre que j'invite les uns et les autres, les unes et les autres, à le regarder sur les mesures. Comment on mesure en psychologie le complotisme. On a choisi de faire tout un chapitre pour montrer comment on le fait, pour interroger aussi. Parce que c'est bien beau de comparer des articles qui parlent de complotisme. Si on ne mesure pas de la même manière et si on n'a pas de réflexion épistémologique sur la mesure du complotisme, à quoi ça sert ? Donc voilà, donc je souscris parfaitement, Pierre, à toute une série de tes réflexions et je ne peux qu'encourager à prendre en compte le contexte, etc. Mais voilà, moi je resterai dans mes simples travaux de psychologie sociale expérimentale. Merci. Personne n'est parfait. Merci infiniment pour ça. Donc, Caroline Petit voulait poser sa question vocalement. Ça, c'est génial. Merci infiniment, Caroline. Donc, vous allez le faire tout de suite. Mais ne prenez pas trop de temps parce que là, on a dépassé déjà la patience de notre intervenant. Et il y a encore une autre question qui va suivre de Franck Krauser. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Anna, et merci beaucoup, Sylvain. Voilà, je me suis passionnée et la psychologie, je pense que c'est pas du tout mon domaine, mais je comprends qu'en fait c'est juste fondamental et je m'y intéresse et vraiment merci parce que voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai juste un appel, voilà, en tant que chercheuse, je suis virologiste et j'ai un peu honte même de le dire parce que quelque part,
cette crise a vraiment créé des clivages terribles et créé, voilà. Je ne sais pas si la question du complot et des personnes est vraiment la vraie question. Et j'ai trouvé magnifique que vous parliez de l'intention des personnes que vous qualifiez de complotisme, on ne se fait pas avoir, etc. Et vraiment, ça me parle en tant que citoyenne et en tant que chercheuse. Ce qui me dérange, c'est peut-être une espèce de parti pris où on n'a même plus le droit de s'interroger, où c'est devenu tabou même au sein des virologistes, des médecins, etc., de dire on sait ça, on ne sait pas, on fait un pari là-dessus. Enfin, c'est aussi une aventure collective et politique, bien sûr. Ben oui, mais quand on ne sait pas, je pense que c'est bien aussi de dire ce qu'on ne sait pas. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est que quand c'est pas vraiment dans la ligne des vérités établies, on parle des personnes, et quand c'est dans des choses plus établies, on parle des argumentaires, des faits, etc. Or, ces faits, voilà, pour m'y être penchée, voilà, et me questionner beaucoup et sans avoir de réponse ni de quand. Je trouve ça très dommage je pense que la question du complotisme peut parfois occulter les vraies questions de recherche en train de se faire et qu'on a intérêt tous, avec nos disciplines, à mettre en commun ça en acceptant peut-être qu'il y ait des choses, voilà, mais de proposer collectivement des paris. Oui, qui sont d'ordre politique, mais en tant que chercheur, voilà, moi, j'arrive plus à me dissocier de ça. J'ai beaucoup travaillé sur le sida et la politique de lutte contre l'épidémie de sida de ces 10 dernières années est tout à fait emblématique de ce qu'on a vécu avec le Covid, avec beaucoup un mélange de tout ce qui compose une société. Ça va des lobbies, du politique, des valeurs culturelles, de toutes ces choses-là. Mais quand on veut réduire les questions à juste une chose, ben, nous, en tant que chercheurs, je trouve que peut-être notre truc, c'est de mettre en commun et de peut-être pas trop se focaliser sur le complotisme, les personnes, etc., mais peut-être essayer de mettre en partage. Oui, ben oui, les humains, psychologiquement, ils ont des intentions X, Y, Z. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie parce que voilà, la dimension psychologique est celle vers laquelle j'ai envie qui m'aide à essayer de décrypter tout ça. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous conseille un très bon livre sur le sujet, sur cette question. Non, plus sérieusement, ça va me permettre juste de repréciser peut-être quelque chose parce que c'est vrai que dans le séminaire, là, j'ai eu tendance à plusieurs reprises à évoquer les complotistes. En fait, j'aime pas parler des complotistes. Alors, je l'ai fait par simplification pour aller plus vite, mais c'est vrai que je pense que les complotistes n'existent pas. D'abord, dire les complotistes a souvent tendance à nous mettre à l'extérieur. Ce sont les autres, effet de catégorisation simple. Or, ben, les complotistes, c'est aussi nous, parfois. Enfin, donc j'aime pas cette idée. Puis surtout, ça tendrait à considérer que les complotistes sont homogènes. Or, ça n'a rien d'une population homogène. Chez les complotistes, il y a des gens qui ont des doctorats comme des gens qui n'ont pas fait d'études, il y a des gens de droite comme des gens de gauche, il y a des gens qui sont croyants comme d'une religion comme des gens qui ne sont pas croyants. Donc finalement, il y a assez peu on pourrait difficilement faire un portrait robot des complotistes. Donc, j'aime pas normalement utiliser l'expression, même si malheureusement par facilité je le fais. Ensuite, sur l'idée de la lutte, moi je suis porté sur la lutte contre le complotisme, pas contre les complotistes. Les complotistes sont des gens qui, alors bon, certains en fait, le problème de certains individus, c'est pas leur complotisme, c'est leur position idéologique qui peuvent être extrémistes ou des choses comme ça. C'est pas leur complotisme. Et d'ailleurs, ça me fait dernier point on n'éternise pas non plus, mais sur cette idée de discussion entre chercheurs. Je ne pense pas que le problème soit le complotisme aujourd'hui. Je pense que le problème est plutôt un problème idéologique. Alors, c'est vrai qu'on définit le complotisme avec une dimension idéologique, hein, mais je veux dire, quand dans la science, l'idéologie prend le pas, c'est là où, pour moi, il y a problème. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, il y a polarisation et où on ne peut plus discuter. Moi, que chacun ait des engagements, j'ai moi-même des engagements de citoyen, mais quand je fais mes recherches, alors, vous allez me dire que tout est lié, parce que si je travaille contre le complotisme ou contre le racisme,
on a un peu une idée quand même de mes positionnements idéologiques et de mes valeurs, évidemment. Donc, ce n'est pas totalement décorrélé. Mais il n'empêche que la manière dont je mène mes travaux, sont comme vous, comme n'importe quel, enfin, comme devrait le faire n'importe quel scientifique. C'est en respectant une méthodologie, en acceptant d'être contredit, en recommençant. Je suis dans une discipline expérimentale, donc en refaisant d'autres expériences. Et c'est là où il faut dissocier, à mon avis, la posture idéologique qui va amener à du biais de confirmation d'hypothèses, à mettre de côté des hypothèses par idéologie et pas par, voilà, on le fait tous dans nos recherches, il y a une hypothèse, j'y crois plus, mais sauf que si je me trompe, j'accepte de me tromper, c'est pas grave, je prendrai autre chose. Voilà, bon, on espère se tromper le moins possible, évidemment, mais ça, c'est un souhait. En tout cas, merci pour votre réaction. Cher Franck, c'est à toi. Je vais mettre le micro, merci. La caméra, voilà, merci Anna. D'abord, il y a eu une petite critique par rapport à ces séminaires. À chaque séminaire, ensuite, il y a une tonne de boulot à faire. C'est tellement riche que c'était un peu une critique que je fais à Anna, parce que ça va être compliqué après. Donc, merci de nous faire travailler. En fait, donc, Franck Hausser, je suis à l'Université de Strasbourg, et nous avons mis en place, avant la pandémie, un groupe de travail, un cartel interdisciplinaire sur antisémitisme et racisme. On a déjà eu 4-5 réunions, on n'a toujours pas réglé le problème, hein, donc c'est le premier point. Et j'avais deux questions à poser, un peu une question de fond. J'aimerais avoir votre avis sur la pérennité des objets du complot. C'est-à-dire que les puits étaient empoisonnés au Moyen-Âge. Je suis originaire d'un petit village dans l'Haut-Rhin où, dans les années 30, là aussi, les puits avaient été empoisonnés par les Juifs. Il y a une série de maladies de choléra qui étaient apparues, et c'est les Juifs qui avaient empoisonné les puits. Je me rappelle donc actuellement, c'est les vaccins qui empoisonnent les populations. Je me rappelle, vous avez certainement vu cette caricature d'Agnès Buzyn en train d'empoisonner un puits. C'est toujours les mêmes idées. Donc, moi, je m'interroge vraiment sur la pérennité. Bon, effectivement, vous avez cité la rumeur d'Orléans, bon, les complots des blouses blanches, etc. Enfin, on est toujours dans les mêmes thématiques, la santé, le corps, la sexualité. Et la question complémentaire, c'est une question beaucoup plus pratique. Comment, à votre avis, sensibiliser nos étudiants à ces questions? Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée à creuser dans le fait que cette sensibilisation puisse se faire en fonction de leur discipline? Et ça serait peut-être plus simple. Voilà, donc, première question, la pérennité des thématiques, hein, du Moyen-Âge à 2020, et la sensibilisation, c'est là-dessus qu'on aimerait travailler à Strasbourg. Hein, qu'est-ce qu'on peut proposer aux étudiants? Enfin, en tout cas, merci, hein, je veux dire. Merci, et il va falloir bosser maintenant, quoi. Là, je ne vous remercie pas. Merci pour vos deux questions. Concernant la première question, j'ai été formé par un structuraliste, et j'ai gardé quelques petits souvenirs du structuralisme. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance, quand je travaille sur quelque chose, à m'intéresser à la structure qui est derrière et à essayer d'enlever le plus rapidement possible, on va dire, le contenu. Non pas parce que le contenu n'est pas intéressant, mais pour essayer de ne pas tomber dans un discours à la Prévert où j'aurais l'impression d'avoir affaire à des théories du complot, par exemple, différentes, comme à des rumeurs différentes. On s'aperçoit qu'en fait, les théories du complot, la structure derrière, elle est toujours identique. Après, derrière, il y a un habillage. Et moi, en tant que psychologue social, encore une fois, je vais m'intéresser au processus socio-cognitif. Donc, finalement, je ne vais pas trop tenir compte de l'habillage. Ce qui fait que parfois, dans des conférences ou dans des colloques où je suis invité, ou dans des conférences plutôt grand public, ce sont plutôt typiquement le sociologue ou le collègue en sciences de l'information et de la communication qui intéressent beaucoup plus les gens, parce qu'ils ont plein d'exemples à donner, avec d'exemples de la réalité, avec tel individu, etc., quand moi je parle de processus cognitif. Alors, ceci dit, ça ne me fait pas écarter ce que vous évoquez là, parce qu'on voit en fait l'influence de la culture. On voit comment les théories du complot, les rumeurs, hein, c'est la même chose, ne partent pas de rien. Elles s'appuient en fait sur un imaginaire collectif.
C'est ce que Taguieff, par exemple, dans l'imaginaire complotiste, évoque parfaitement sur, alors lui, spécifiquement l'antisémitisme. Mais ça dépasse l'antisémitisme. En fait, on a un vrai imaginaire complotiste qui fait que on réutilise les mêmes images qui sont véhiculées également dans la pop culture. On a encore une fois un chapitre dans notre livre sur les séries télé, sur les films de cinéma, sur la littérature, où on montre bien comment, en fait, tout ceci nous amène à penser constamment des réalités alternatives et comment nous donne des outils pour le penser. Et vous voyez, quand on voit Agnès Buzyn, je me rappelle de cette caricature-là, empoisonner en quelque sorte le puits, alors ça ne va pas parler aux plus jeunes, enfin, ou plutôt les plus jeunes vont le prendre au premier degré, mais des personnes d'un âge un peu plus avancé, je vais dire ça comme ça, comme moi par exemple, immédiatement ça va leur faire penser à plein d'autres choses. Rappelez-vous cette manifestation, je ne sais plus, anti-vax, je ne sais plus quoi, où il y avait cette fameuse pancarte « qui ?» avec les points d'interrogation. On voit bien aussi là que ce n'est pas un simple mot, que derrière, il y a un imaginaire. Alors, évidemment, la personne dit « Ah non, mais moi, je posais juste une question. » Non, ce n'était pas qu'une question. Comme faire référence au puits, faire référence à la pieuvre, des choses comme ça. On a un effet de l'histoire, de la culture, de la mémoire collective qui est extrêmement fort. Et on le voit bien dans toute une série de complots. Et deuxième question, sur la question des disciplines, c'est vrai que peut-être qu'une entrée par formation serait intéressante, puisqu'on a toujours tendance à essayer, encore une fois, d'homogénéiser. Se dire pour les étudiants, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les ceci, cela. Et en fait, encore une fois, un étudiant en maths, un étudiant en cinéma, un étudiant en art, littérature, critique, etc., ils n'ont pas le même background. Moi, je le vois, je fais un cours avec un collègue en infocom qui s'appelle « Parler de la société », où on fait réaliser des documentaires à des étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met ensemble des étudiants de disciplines très différentes. Et on voit bien comment des étudiants en cinéma et des étudiants en infocom, par exemple, ils n'appréhendent pas l'objet de la même manière. Et c'est la confrontation, d'ailleurs, qui est riche. Donc, il faudrait peut-être même se demander si ce n'est pas tant des formations, des interventions auprès de disciplines particulières ou en confrontation de disciplines. Parce que justement, là, quand on est en confrontation de disciplines, on s'aperçoit beaucoup plus de la différence que quand on est enfermé dans sa propre discipline. Voilà, je parle comme ça, il est très tard, c'est l'heure où je me couche habituellement, donc peut-être que je divague en ce moment. Merci beaucoup à vous pour ce moment fort agréable de discussion. Merci Sylvain, et j'espère que ce n'est pas notre dernière rencontre.